Salut l'équipe. Un titre NBA, c'est un petit peu comme un tacos, 3 viandes, cordon bleu, supplément sauce fromagère. C'est très dur à digérer et il est compliqué d'en enchaîner 2, voire 3 pour les plus gourmands. Et oui, tout le monde n'a pas le système digestif de Michael Jordan. Et encore une fois, cette année, le taco spécial champion NBA est dur à digérer pour les Bucks en ce début de saison. Une digestion lente, une avalanche de blessures et une série de défaites un peu vilaines. Dans ce cas-là, il faut toujours trouver le bon médicament. Et à Milwaukee, le bon médicament n'a pas de rouge sous ses talons, mais il est tout aussi efficace que la dame dans le clip. Depuis un mois, Giannis Antetokounmpo, le dieu grec, s'est réveillé et c'est aussi flippant qu'un coup de pression de carnage d'Invalidé. Pendant que le monde de la NBA, et moi le premier, s'affole sur le jeu des Warriors ou s'attarde sur les galères des Lakers, doucement mais sûrement, Giannis et les Bucks se remettent en ordre de marche. Champion NBA, Giannis, à l'inverse d'Eric Abidal, n'a pas l'intention de trahir son précieux et compte bien doubler la mise cette saison. Attention alors, car comme disait Rudity, « Never underestimate the house of the champion ». Après, si t'es pas bilingue, tu peux aller sur Google Trad. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des Bad Boys, alors pas de Marseille sur cette émission, ça sera le style des Bad Boys en NBA puisqu'on va parler effectivement toute l'émission, enfin on aura un gros débat autour des Bad Boys. Même si c'est tendu en ce moment NBA, très tendu, sur le plateau du First Day Show, nous ne sommes qu'amour, je vous rassure, pour cette heure de NBA, avec notamment Toto, tout sourire. Comment ça va? Je suis content d'être là, on va se régaler. Un super programme aujourd'hui. La NBA est top. Franchement, c'est pas la meilleure ligue du monde par hasard. Ce serait la meilleure, c'est effectivement la meilleure. Après la Ligue 2, faut pas déconner. Après la Ligue 2, ouais. Tu as repris tes études ou quoi? First Team University? J'ai décidé non seulement de reprendre mes études, mais aussi de me bâtir un corps de rêve. Et donc pour ça, il fallait que je sois habillé en conséquence. Donc on a décidé de lancer cette petite collab, toujours avec nos amis de Dahomey, pour, comment dire, eh bien, retourner à l'université, donc retourner faire des workouts. Et donc bien habillé. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Ah oui, tant qu'à faire. Bien vendu. Bah oui. J'ai envie de dire bravo aussi, et bravo aux équipes de Rivers. Il y a Théo Messer qui est notre invité. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bravo pour ce magnifique bouquin, le MOOC numéro 8 sur les Bad Boys. Et c'est vous qui nous avez inspiré ce super débat d'aujourd'hui. Eh ben merci, puis bravo aussi à vous pour la nouvelle collab et le nouveau studio que je découvre aujourd'hui avec plaisir. Donc toujours un kiff de partager, parler basket avec vous. C'est vrai que tu étais le seul qui n'avait pas encore découvert ce magnifique nouveau plateau. Et oui, on est... Regarde le meilleur pour la fin. On est ravis. Regarde le meilleur. Oui, exactement. Les gens sont très contents que tu reviennes. Je te le dis, les gens sont toujours contents. Le programme de l'émission, on va parler des news. Il se passe beaucoup de choses avec LeBron qui est revenu énervé un petit peu. On va parler aussi de France Télé qui récupère les droits du basket français. Alors, c'est bien ou pas bien? Bref, on en parlera un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a un débat sur les Bad Boys. On vous l'a dit. Quel est le plus grand Bad Boys all time? Alors, il y a plein de gens qui ont répondu. On va aussi s'intéresser à la genèse. Qu'est-ce qu'un vrai Bad Boy? Et puis, on fera un focus sur LaMelo Ball. LaMelo Ball qui nous régale, on était obligé de parler de ce garçon-là, qui pour sa deuxième année pourrait peut-être être déjà All-Star, et ça, c'est pas rien. Avant ça, Thomas, on voulait faire un petit shout-out à Jérémy, notre CM. Je dis toujours pas son nom de famille parce qu'il est beaucoup trop long à dire. Barbe, dis juste Barbe. Ouais, Barbe. Mais alors, lui, Barbe. pour le coup, il nous barbe pas depuis qu'il est en alternance, puisque le compte Instagram fonctionne très bien. N'hésitez pas à aller nous suivre sur le compte Instagram. On vient de sortir un Tu préfères avec Kevin Séraphin. Fantastique. De toute beauté. J'ai reçu combien de fois la question, mais qu'est-ce qu'il dit sur... Quelle est la question bipée d'Erwan? Alors, on vous en dit pas plus, mais allez voir le rire franc de notre ami Kevin. Essayez de deviner. En tout cas, Kevin, ça l'a fait beaucoup rire. Il s'y attendait pas. Ouais, c'est clair. Voilà ce qu'on peut retrouver du coup, le contenu exclusif. Je regardais en même temps dans le retour le contenu exclusif d'Instagram. Vous savez qu'on est aussi sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux inimaginables, mais il y a plein de contenus exclusifs. Tout l'avant du First Day Show aussi, puisque Jérém prend des photos, prend des petites vidéos juste avant les émissions. Donc voilà, c'est évidemment pour continuer à faire grossir notre belle communauté qui régale. Tout à fait, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, mais ce jeudi-là c'est aussi le dernier jour où vous pouvez voter pour les All-Stars de la LNB. Le match aura lieu le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena. Il y aura donc Team France contre Team Monde. C'est le dernier jour où vous pouvez voter. Et demain, en exclusivité, vous aurez
le reveal donc des deux équipes sur les réseaux First Team. Restez bien avec nous, ça sera autour de 13h30, 14h maximum. Vous aurez en exclusivité donc sur les réseaux sociaux la composition des deux équipes pour ce All-Star du 29 décembre. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller prendre vos places pour ce bel événement chaque année. C'est clair, au-delà du fait qu'on y soit et qu'on soit partenaire, c'est un événement majeur du basket français. Nous, ça fait 15 ans qu'on y va, c'est toujours un grand moment. Bercy fait toujours salle comble. Donc on espère que vous aussi, ça vous intéresse dans ces petites quinzaine de Noël, les vacances. C'est un truc à faire entre potes, c'est un truc à faire en famille aussi. Et c'est l'événement le mieux produit qu'on a autour du basket sur notre territoire. No doubt, it's a no-brainer. No doubt. No-brainer. Est-ce que toi, tu es un peu un habitué du All-Star Game? Est-ce que tu y es allé de temps à autre à Bercy? Bah oui, bien sûr. Bah, c'est gros, quand même un des grands rendez-vous du basket français chaque saison. C'est l'occasion de voir, notamment réunis dans un même endroit, tous les Américains, tous les étrangers du championnat. On sait que parfois ils restent pas forcément longtemps sur le territoire au bout d'une saison ou deux s'ils sont très forts. Donc c'est toujours un rendez-vous important à pas manquer. Tu veux venir cette année avec les petits? Oui, avec plaisir. Écoute, c'est cadeau, c'est pour nous. Voilà. Avec grand plaisir. J'aime bien. Je me sens un peu Cyril Hanouna. Je me sens un peu Cyril Hanouna. Tu me dis Al Capone, ça m'arrange. Par contre, si je peux éviter de finir comme lui à chier dans mes draps avec ma meuf à côté, parce que c'est comme ça qu'Al Capone a fini. Sachez-le. Donc voilà, ne faites pas les gangsters. Allez à l'école et regardez First Team. Allez, on enchaîne tout de suite avec les news. Ouais, évidemment, tu auras vraiment des places, ça nous fait plaisir. On en a et on t'en donnera pour toi et tes petits. Mais non, c'était pas pour faire le malin, évidemment. Sinon, ça sert à rien. On commence avec la première news et c'est pas une news vraiment, c'est une image qui nous a régalé, même si malheureusement le panier a été refusé. C'est un arbitre français ou quoi? Je comprends pas. Comment on peut refuser ça? Quoi? Bah alors, on va donner du crédit au défenseur qui a réussi quand même à vite mettre les pieds en dehors du demi-cercle. Mais c'est vrai que ce genre de Thomas, on a envie de donner l'avantage à l'attaque. Enfin, il y a un règlement. Mais voilà, Anthony Edwards qui réussit. Énorme match, énorme match, énorme victoire. Ouais. Et vraiment, les Minnesota Timberwolves qui vont mieux depuis le retour de D'Angelo Russell et surtout leur sophomore qui fait une saison monstrueuse avec des sacrés cartons et des sacrés tomards dans la gueule. Il y en a un autre qui est revenu, qui a fait un énorme carton aussi, c'est LeBron James. On l'avait quitté avec une bagarre. Un mec, en tout cas, qui avait voulu le monter en l'air. Appelons ça comme ça. LeBron James était de retour après un match de suspension donc face aux Knicks. Victoire compliquée après prolongation 124-116 sur le parquet des Pacers. Théo, un petit mot sur ces derniers jours, un peu LeBron entre son expulsion, sa suspension et ce retour face à Indiana. Les Lakers, plus que jamais, ont besoin de LeBron. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce qu'à ce stade de sa carrière, on imaginait que LeBron, il espérait que les choses soient un peu plus faciles pour lui, qu'il ait moins besoin de donner pour que les Lakers puissent gagner. Et puis avec les résultats du moment et puis la performance là que tu soulignais avec Anthony Davis malade, il a dû encore une fois monter au créneau pour que l'équipe reste à flot. Pas simple cette année quand même pour les Lakers. Pas simple du tout. Hein. Les choses tardent à se mettre en place. Et dans ce match-là, encore une fois, les Lakers font pas un bon match. Alors c'est plutôt serré, mais à un moment donné, les Pacers ont plus 10. Et la première fois que les Lakers prennent la tête dans ce match, c'est à 4 minutes de la fin. Donc ça montre l'étendue du travail qu'il y a pour Frank Vogel et ses équipes pour que cette équipe se mette à défendre. C'est pas encore le cas. Il manquait Anthony Davis. Et honnêtement, hier, les Lakers gagnent parce qu'à un moment donné, tu as Malik Monk et Wayne Ellington qui mettent enfin dedans. Et LeBron, dans cette fin de match, que ce soit en prolongation un peu avant, a lâché des tirs fantastiques. Vous savez que LeBron, en tête de raquette, jusqu'à 45 sur le côté gauche, il va faire toujours la même chose. Il va se mettre en rythme. Il va shooter sur sa main gauche et en général être capable de marquer. Et en plus, il a fini avec la célébration que tout le monde adore de l'époque de Miami, là, comme ça. Voilà, c'était du grand LeBron. Il a eu la balle de match, il a envoyé une sacrée belle saucisse. Hein, une énorme brique. Moi, ça compte pas. Moi, j'ai quand même toujours un peu de mal quand tu es à égalité, que tu as la balle et qu'il reste 5 secondes de pas aller driver vers le panier, c'est de provoquer quelque chose, se rapprocher, plutôt que d'envoyer un sauciflard peau épaisse à 8 mètres. Enfin bon, c'est pas grave. Tout pour le flow. Mais c'est vrai qu'il a été payé son flow en prolongation, puisque c'est clairement lui qui fait tomber des valeureux Pacers. On enchaîne avec justement les Lakers restaient sur une défaite à New York. Ça t'arrange bien, ça. Ça m'arrange bien. LeBron n'était pas in town à Manhattan, mais il y avait quand même tous les autres Lakers. Et les Knicks se sont imposés 106-100 dans une fin de match compliquée, même si les Knicks ont mené jusqu'à 23 points, 24 points d'écart avec un énorme Evan Fournier. On est content de revoir Evan à ce niveau-là.
Thomas. Oui, absolument, c'est ça, surtout la news de ce match-là, au-delà de la victoire de Knicks, c'est que Evan, qui a clairement connu des dernières semaines galère, vraiment galère, un brave trou d'adresse, aussi d'implication dans le jeu, et bien se réveille complètement sur ce match-là. On l'a senti très agressif sur le début du match. Beaucoup d'adresse aussi, c'est important dans le jeu d'Evan. Et donc, voilà, il fallait souligner que notre leader de l'équipe de France se réveille dans une très très belle affiche. C'était déjà le cas lors du premier match, mais contre les Lakers, Evan a brillé. 26 points, 8 sur 14 de tir, 86 sur 9 à 3 points, 2 passes décisives. On en parlait un petit peu avant l'émission. Théo, toi aussi, tu as suivi ce début de saison un peu up and down d'Evan Fournier. Oui, d'Evan, mais finalement, il n'y a pas que lui, parce que le gros problème de New York en ce moment, c'est la rentabilité du 5 majeur. Donc c'est toujours compliqué de savoir si Evan est tributaire de la manière dont le reste du 5 fonctionne ou si lui aussi fait partie du problème. Là, en l'occurrence, effectivement, ça faisait plaisir de le voir remettre le nez à la fenêtre avec une belle victoire et puis une performance offensive qui est plus dans ses standards ou du moins dans ce qu'on sait qu'il est capable de faire. Je pense quand même que du côté de New York, il y a quelque chose qui n'est pas encore très net dans les rotations et notamment dans ce 5 majeur qui me semble un peu bancal pour l'instant. Surtout défensivement. Exactement. On savait que ça allait être un petit peu le problème avec tous ces talents offensifs, mais ils ont perdu un petit peu en qualité défensive. Tu parlais d'Evan et de l'organisation pour l'instant des Knicks. Nous, hier, on s'est posé dans Clutch avec Rémi Reverchon sur Winamax TV. Est-ce que Evan était bien utilisé? Et voilà ce qu'on a dit. Je crois que pour l'instant, il n'est pas installé comme le joueur qu'il devrait être, que ce soit au niveau du scoring, que ce soit même au niveau de l'expérience. Aujourd'hui, Evan est considéré comme un vétéran, un mec qui est quand même le leader de l'équipe de France, qui est un vice-champion olympique, qui connaît le basket, qui est un vrai compétiteur, mais qui est un mec intelligent. Et je trouve qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Je trouve le lien entre Randle et lui, je trouve que Randle lui donne la balle vraiment quand il n'a pas d'autre choix. Et ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'Evan Fournier est bien utilisé à New York? Non. Donc c'est un petit peu la sensation que j'ai, que Evan a été signé quand même pour être une deuxième option. Alors RJ Barrett est en train de devenir le joueur qu'il est censé devenir. Donc peut-être qu'on peut partager un peu les choses. Mais autour de Julius Randle, je ne sens pas une alchimie, une envie de jouer ensemble. Non, ça se tient, j'ai envie que tu répondes, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec Erwan là-dessus. On en parlait un peu avant l'émission, tu avais l'air de dire un peu la même chose. Oui, en fait, moi, je pensais qu'en faisant venir Evan, il faisait venir aussi le créateur que Evan peut être, le créateur de jeu. On connaît ses qualités de scoring. Et là, le sentiment que ça me donne, c'est que parfois, on a effectivement l'impression que Evan est sur le terrain sans trop comprendre comment fonctionne le jeu offensif, avec un Julius Randle qui joue le rôle de point power forward, mais qui n'est pas non plus un créateur hors norme. Surtout pour les autres. Exactement, dans la création du jeu au sens large. Et là, effectivement, pour l'instant, ça prend pas vraiment, quoi. Ouais, moi je trouve, on va attendre un peu. Avec Thomas, moi ça fait longtemps que je le tanne, Paul, Tom et Erwan. Tu tannes toi-même. Ouais, pour qu'on fasse un débat autour d'Evan. On s'est dit qu'on allait se donner le temps. Alors tant mieux, puisqu'il a sorti ce super match face aux Lakers. Mais j'ai un goût amer pour l'instant. J'ai l'impression que ça ne fit pas comme ça devrait fitter. Donc dites-nous vous dans les commentaires si vous avez cette sensation. Et quand je vois certaines déclats d'Evan Fournier, notamment après le match, alors il dit un truc assez simple, mais qui pour moi cache un petit peu certaines choses. Quand il dit, par exemple, que veux-tu que je te réponde? Bien sûr que je préfère être sur le terrain que sur le banc. J'ai profité à fond de ce moment à 100%. Il dit ça parce que sur les quelques derniers matchs, il avait été benché dans le clutch, voilà. dans le money time, ce qu'on pouvait comprendre, parce que Quickley est très bon, que D-Rose aussi connaît la chanson, mais ça marche aussi pour Kemba. Kemba, il finit pas non plus les matchs. Mais il était aussi un peu en dedans. Hein, donc, Evan est un créateur, on ne va pas faire ce débat qu'on veut se garder pendant quelques semaines, mais Evan est un créateur, mais c'est pas non plus un mec qui va faire de l'ISO à tout bout de champ. Non, c'est clair. Donc il a besoin aussi quelque part que le système soit pour lui en équipe de France. Le système est fait pour lui et on le voit créer là-dessus. C'est pas non plus un mec qui va prendre la balle et qui va dire cassez-vous, je vais jouer tout seul. Et voilà, j'ai pour l'instant un petit peu de mal à voir où veulent aller les Knicks et Thibodeau avec Evan. Pas dans les mains d'Evan en tout cas, voilà. Sur ce qu'on a vu. Moi je dis que pour l'instant il est trop dépendant de son adresse pour être sur le terrain ou pas. Alors qu'Evan, même s'il met pas dedans, il doit proposer, il doit malgré tout rester sur le terrain parce que c'est censé être un joueur majeur de cette équipe. On verra la suite. En tout cas, belle victoire des Knicks face aux Lakers. C'est toujours bien de pouvoir taper les Thomas jaunes, Dufan. Les jaunes. Les jaunes. Personnel. Ouais, mais ça l'est. Hein. Toujours. On va dans le Colorado où ça se passe pas très bien. Denver qui était l'une des équipes attendues cette saison. Après, on le rappelle, s'est fait sweeper l'année dernière en play-off assez salement par les Suns.
c'était une des équipes qui comptait, peut-être dans le chapeau des favoris, dans le chapeau des gros contenders en tout cas, c'est sûr. Et cette saison, elle est dramatique au niveau des blessures. Vous allez voir, on va vous sortir un 5. C'est malheureusement pas un 5 majeur qui joue sur le terrain, c'est un 5 des blessés. Donc on a Highland, le rookie qui est blessé, qui est en day-to-day. Jamal Murray, les croisés. PJ Dozier, c'est tombé cette semaine, les croisés. Michael Porter Jr., dos probable, fin de saison lui aussi. Et Nikola Jokic est en day-to-day, devrait revenir assez prochainement avec un poignet défectueux. C'est, Théo, une catastrophe cette saison pour les Nuggets. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je me demande même s'ils ne sont pas quelque part en train de rater la fenêtre d'opportunité qui s'était ouverte à eux. Après le trade pour Aaron Gordon l'an dernier, avant la blessure de Jamal Murray, moi je me disais qu'ils avaient de sérieuses chances d'être un contender officiel, pourquoi pas même avec une tête de champion NBA. Et là, entre les blessures de Jamal Murray, les problèmes de dos de MPJ et puis le reste des blessures, j'ai un petit peu peur pour cette équipe que je trouvais vraiment enthousiasmante dans le jeu, dans l'attitude et dans la globalité avec un joueur comme Jokic fantastique. Je me demande si les répercussions à long terme pourraient pas être plus importantes qu'on aurait pu le penser. Je t'en rejoins complètement, je riais pas parce que tu me faisais rire, mais parce que le titre, les Nuggets dans la sauce, c'est aussi bête que drôle. Donc il aurait pu dire laquelle, mais après... Ouais, c'est vrai. Les Nuggets dans le barbecue, mais bon, ça n'a plus du tout de sens. Hein, dans la sauce moutarde. Moi, je suis très sauce moutarde. Avec les Nuggets, je suis très sauce moutarde. C'est vrai qu'en plus, c'est pas trop loin. Les Nuggets dans la sauce moutarde, ça marche. Tout pour la blague. Tout pour la blague. Tout pour le show et tout pour la blague. Voilà. Je te rejoins complètement. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on se disait... Au vu de ce qu'ils ont dans l'effectif, avec Michael Porter Jr. qui aurait pu être dans cette saison la deuxième option, en attendant le retour de Jamal Murray pour arriver en play-off en pleine bourre, avec Jokic qui, quoi qu'il arrive, n'avait pas baissé de niveau. J'aimais bien ton idée de contender officiel, et on avait tous ça en tête, que au vu de ce qu'ils ont des deux côtés du terrain, du coach, de la hiérarchie d'équipe, enfin bref, tout était... MVP en titre dans l'équipe. MVP en titre, absolument. Tout était vraiment sur les rails pour être un contender officiel, et que là, en quelques semaines, tu te retrouves avec une infirmerie mais débordante, et donc du coup tu te retrouves avec peut-être l'idée que les Nuggets ne feront jamais ce run de play-off tant rêvé. Alors, on va pas dire que c'est fini, parce que d'une année à l'autre, la NBA, ça va très 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 vite, et qu'en 2023, on leur souhaite, pourquoi pas, d'être à 100% déjà, mais pour cette saison, tu as l'impression que c'est déjà mort. Presque. Et en plus, moi, j'aime bien les comparer au Jazz. Pour moi, c'est deux équipes contenders à qui on attend, qui ont un run là, qui ont 2-3 ans pour pourquoi pas un jour aller en finale NBA et jouer le titre. Le Jazz, ça roule, tu vois. Et les Nuggets, pour le coup, les blessures sont en train un petit peu de les flinguer. De les flinguer complet. L'extension de contrat énorme là qu'a signé Michael Porter Jr. Un an avant qu'il soit obligé de lui proposer l'extension, ils avaient pris un petit peu les devants pour qu'il soit dans leur bon papier. Au bout du compte, si la blessure au dos, sa blessure récurrente au dos est aussi dangereuse, aussi grave qu'on peut le craindre, compliqué pour... A raison de dire récurrente, parce qu'on se souvient qu'il était descendu dans la draft. Absolument. Et qu'il n'avait joué qu'un match à la fac, déjà dû à des problèmes de dos. Alors qu'il était annoncé numéro 1 de la sortie du lycée. Hein. Exactement. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment autour des Nuggets et de Michael Porter Jr. On enchaîne avec une autre news, c'est le retour de Klay Thompson. Alors on voit de plus en plus d'images de lui, et lui parle de plus en plus. On serait autour de la semaine de Noël, et quand on le voit jouer en tout cas, on le voit courir. Il a repris le 5-5, Klay Thompson, donc c'est la grosse info. Toujours avec son numéro 77. Hein, ça, c'est vraiment l'idée. Franchement, s'il change de numéro pour 77 en fin de carrière juste pour le kiff, ce serait très drôle. Mais moi, je vois un gars qui peut courir, qui enchaîne du coup les enchaînements aussi, sans pète. Le retour à l'entraînement du 5-5, c'est très encourageant. La date visée, c'est donc le 20 décembre face aux Sacramento Kings. Donc, ça pourrait dire qu'il sera là lors du soir de Noël. On sait combien le soir de Noël est important pour les grosses équipes. Voilà, c'est important pour les Warriors en vue, pourquoi pas, de ce fameux run de play-off qui va arriver dans quelques mois. Il y en a une déclaration de Steve Kerr qui nous rassure aussi, en plus de ces images, c'est-à-dire que Klay Thompson est rétabli complètement. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une phase de réathlétisation. Le tendon d'Achille est soigné, c'est juste une question de renforcement et d'endurance. Nous allons être très patients avec Klay. Ils ont bien raison. Hein. Et puis, par contre, Klay, lui, il a des fourmis dans les jambes, parce que quand il voit son équipe comme sa première de la Ligue, lui, il se dit, mais attends, mais moi, si je reviens plutôt bien, on est clairement une équipe, c'est le débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on a un bilan de 15-2, on est dans le top 3 de la Ligue, tu peux même dire la meilleure équipe, hein, tonton. En attaque et en défense, je ne suis même pas là. Réfléchissez à ça, vraiment, pensez-y. Entre Draymond Green, qui dit ne nous laissez pas être champion, sinon vous allez m'entendre. Klay Thompson, vraiment, j'ai l'impression qu'on murmure de plus en plus fort que les Warriors peuvent être un potentiel champion. Est-ce que tu y crois, toi, Théo ?
Alors oui, il y a encore pas mal de points d'interrogation. En tout cas, moi, je suis ravi de voir revenir Klay Thompson. C'est un de mes joueurs préférés. C'est impossible de pas aimer ce mec-là, quoi. Il est sympa, c'est un défenseur incroyable, super shooter, etc. Bon teammate. Super coéquipier, etc. Même le fait qu'il accepte de porter son jersey 77, là, on voit bien quand même l'état d'esprit incroyable. L'autodérision qu'il y a dans le groupe, c'est voilà, clair. exactement. Personne se prend trop la tête. La question, moi, ce que je suis curieux de voir, parce que sur ses capacités offensives, j'ai pas trop de doutes. C'est plus défensivement. Est-ce que après 2 ans sans jouer complètement, il pourra retrouver au moins une partie de ce qui en faisait un joueur aussi Est-ce qu'il aura, exceptionnel. est-ce qu'il aura les cannes? Parce que pour mettre dedans, mais ce qu'il faisait défensivement, de prendre les meilleurs meneurs deuxième arrière en face, il trichait pas, quoi. C'est vrai que cette question elle est bonne. Est-ce qu'il aura les cannes pour ça? Parce que Marc, Faut faire les deux plutôt, non? ouais, ou pour enchaîner. C'est plutôt pour faire les deux, moi. Ben, en fait, l'un ou l'autre. Bon, moi, l'attaque, les deux. T'as raison de le dire. Moi, l'attaque, je suis pas inquiet. Il filochera toujours. Le tir, c'est pas comme mettre des tomates. Tu vois. Il y a une telle économie de mouvement dans ce Oui, mais Ça, c'est vrai. Mais pour moi, il faut être en canne pour mettre des tirs. Tu vois, c'est pas comme un mec qui pénètre aussi. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. J'entends. Les deux comptes. Mais alors, c'est clair, en fait, et c'est là que tu as raison de rectifier ça. C'est qu'il sera capable de rester un two-way player aussi fort des deux côtés du terrain. C'est la question. Et puis, pour répondre à celle que tu me posais sur le titre, moi, l'autre gros point d'interrogation pour moi, c'est James Wiseman, voir dans quelle mesure, pas tant sur la santé, mais dans quelle mesure il sera capable de se réimbriquer dans le système offensif des Warriors, qui est extrêmement plaisant à voir jouer, mais qui n'est pas si simple que ça pour un jeune joueur. Il y a beaucoup de mouvements sans la balle, gérer les espaces, etc. Donc ça, c'est l'autre gros point d'interrogation pour moi. Mais sinon, sur le papier, oui, ils peuvent aller au bout. Ouais. Tu as raison sur Wiseman, on sait qu'il a plein de qualités individuelles, mais on a vu que le QI collectif basket l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué, avec Draymond Green notamment sur ses côtes. Et quand il s'est blessé, ça a correspondu à une très bonne passe pour les Warriors la saison dernière. Ça a correspondu. Ça correspond, ouais, écoute, je suis, voilà, écoute, ça, tu m'as compris, c'est l'essentiel. Ouais, j'ai compris. Voilà. C'est comme quand je parle en anglais. Ça correspondait, je pense que ça correspondait à une très bonne phase de la part des Warriors correspondu. Mais tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. On termine avec une news avec France TV, et vu comme je parle, c'est pas moi qui vont appeler pour commenter les matchs. France TV qui récupère les droits de l'équipe de France. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tout le monde pourra regarder les matchs. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle à dire. C'est ce que je dis. Ouais, mais j'ai sorti un mais. Bah oui, j'ai senti le maire. On a tous un mais. On adore le basket. On est content que France Télé puisse aller sur des droits comme ça où tout le monde va pouvoir regarder les matchs. C'est la base du basket. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est content de pouvoir regarder du basket sur le service public. Quand on sait que le championnat de France n'est diffusé nulle part pour l'instant sur une chaîne. Maintenant, c'est bien de donner au basket aussi, de traiter le basket comme il se doit. Non, mais t'as raison. Et on sait que pendant les Jeux Olympiques, il y a quand même eu une paire de commentateurs entre Dacoury, qui est un peu lent, on va dire, aux commentaires très soft. Il y a un journaliste qui ne bosse pas et qui ne connaît pas les joueurs. On espère que France Télé va rectifier le tir. Ouais, parce que voir les matchs, c'est bien, il faut qu'on puisse les écouter aussi. Quoi. Et c'est important de comprendre le basket aussi, de l'expliquer à ceux qui comprennent et de faire vivre un peu aussi le basket. Donc voilà, j'espère que là-dessus, ils vont bosser un peu. Moi, vous connaissez ma théorie sur les commentateurs sportifs, on en parle souvent dans Sports notamment, les grands moments se suffisent à eux-mêmes. Sauf que le problème, c'est que là, il va y avoir beaucoup de matchs, donc des matchs de qualif, ça commence dès ce vendredi, là, dès demain soir d'ailleurs, parce qu'on est jeudi. Ils auront donc les mondiaux hommes et femmes, on sait que l'Euro sera sur Canal, puisque c'est Canal qui avait les droits et que, bon, vous connaissez, avec la crise, eh bien, tout a été chamboulé. Ce qui serait dommageable, c'est que notre équipe de France continue à performer et que le niveau des commentateurs ne soit pas au niveau de notre équipe de France. Ce serait terrible. Parce que, Erwan, tu es le premier à le dire, notre sport est facile à vendre si les mecs qui en parlent sont de vrais passionnés. Et le problème des JO, les commentaires d'équipe de France, t'as pas la sensation. Moi, les Boris Viau et les Nicolas Batum, défenseurs ailiers, ça fait 10 ans que j'en dors pas. Donc, Mais moi, quand tu dis que l'événement doit suffire lui-même, la preuve que non. Non, mais les grands moments. Sauf que France-Monténégro, c'est pas un grand moment de basket. Non, mais la preuve que non, c'est que même aux Jeux Olympiques, quand tu fais médaille d'argent avec une demi-finale exceptionnelle contre la Slovénie, tu peux pas t'empêcher de dire oh putain, ils sont pourquoi c'est pas bon quoi. Voilà, le commentaire est pas bon. On est en 2021, on va arriver en 2022. Au bout d'un moment, il faut que le commentaire
il soit un petit peu plus dynamique. Est-ce qu'on pourrait voter sur Twitter pour dire oui ou non? Ou alors, dans ce cas-là, ou alors Smash. Parce que Smash, c'est magnifique. Ou alors, ils ont pour envoyer des fichiers, ça sert à rien. Ils ont qu'à mettre Laurent Romeshko au commentaire, comme ça au moins on est sûr de ce qu'on aura. Il fait quoi Laurent Gérard? Il a pas envie de commenter? Laurent Gérard? Ouais, pour commenter. Allons dans un délire complet, non? Ok, d'accord. Allez, c'était la news. Donc demain, premier match en tout cas sur France 4, il me semble. Oui, tout à fait. France-Monténégro, ça sera à Pau. Et on espère que les Français donc vont prendre ce match. On rappelle qu'il n'y a pas les joueurs d'Euroleague et qu'il n'y a pas les joueurs NBA. Donc c'est une équipe de France très remaniée, mais toujours coachée par Vincent Collet. Donc demain soir, 20h30 sur France Télévisions. France-Monténégro. On a fait le tour de ces news. On peut enchaîner enfin avec le gros débat de cette émission. On va parler des sales mecs. Mais pas que, des mecs aussi avec qui on a envie de s'attacher. Évidemment, on va parler des bad boys. Le MOOC numéro 8 est sorti et il est consacré aux bad boys et ça nous a donné l'idée donc de faire un débat autour des bad boys, ces gens qui nous fascinent tant. Mais avant qu'on rentre un petit peu dans l'histoire des bad boys, j'aimerais moi d'abord qu'on revienne sur l'histoire de Rivers, la genèse de se dire tiens, on va faire un MOOC spécial sur ce type de joueur-là. Ouais, mais en fait, l'idée est partie comme ça, du constat qu'on entend souvent dire que la NBA est de plus en plus soft, de plus en plus aseptisée, et qu'il n'y a plus ces personnages un petit peu qui étaient rebelles ou qui jouaient dur. Et on s'est posé la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est un bad boy? Est-ce que ce terme est facilement définissable? Est-ce que les joueurs à qui on l'a accolé correspondaient toujours à cette appellation? Et d'essayer de voir un petit peu dans quels peuvent être les différents types de bad boys, qui sont les joueurs qui l'ont vraiment, qui ont représenté cette éthique incarnée, voilà, exactement, de la meilleure des manières, et aussi voir ceux à qui on a collé ce sticker, qui a eu un impact énorme sur leur carrière, dans les cas où c'était pas forcément justifié. Et puis il y a certains personnages auxquels on pense pas forcément tout de suite quand on entend ce terme de bad boy, mais qui certainement le méritaient plus que certains joueurs qui ont été pointés du doigt. C'était un peu ça l'idée de départ. Ouais, Thomas, toi, on a pu feuilleter un petit peu ce bouquin-là. On a un article dedans où on revient justement sur la définition un petit peu. On a un échange tous les deux, on revient un petit peu sur la définition d'un bad boy. Et ce matin, tu nous as proposé la définition d'un bad boy au nom de First Team. Et c'est une définition qui m'allait très bien. Et justement, alors, on a fait plein de propositions, 5 majeurs, une définition. On avait envie d'avoir ton avis. On t'a pas concerté. Et puis, on voulait voir si ça te plaisait ou est-ce qu'on s'était complètement fourvoyé. Allons-y sur la définition. Fourvoyé. Oui, fourvoyé. La langue française n'est pas à l'honneur dans cette émission. Fourvoyé. T'as dit fouvoyer. D'accord. Alors, donc, définition d'un bad boy de First Team, parfois grande gueule, parfois trop dur, mais bien utilisé, il peut permettre aux bonnes équipes de prendre une autre dimension. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Bah oui, ça me semble très juste. Du moins, ça correspond tout à fait aux joueurs que nous, je pense, on identifiait comme étant bad boy. C'est vrai que certains, je pense à un joueur comme Allen Iverson, à qui on a accolé aussi cet adjectif, je trouve pas mes mots, sans que ça corresponde forcément. Lui, c'était plutôt, je pense, un rebelle, un joueur un petit peu iconoclaste qui voulait pas rentrer dans les codes imposés par la NBA. Mais cette définition-là, elle me semble juste par rapport à ce que, voilà, nous, tous les trois, ou les gens de notre génération ont pu identifier comme étant des bad boys, je pense. Ce que j'aime bien dans cette définition, c'est permet aux bonnes équipes de prendre une autre dimension. Et là, j'ai envie qu'on aille un petit peu tout de suite dans le vif du sujet, c'est que toutes les équipes championnes, quelque part, historiquement, quasiment, en tout cas, on a quelques exceptions, ont eu ce joueur-là, un peu, ce joueur bad boy. Et quelque part, le bad boy te permet aussi de franchir un cap quand tu es une bonne équipe. Parce que si tu es une équipe trop gentille, des fois ça ne passe pas, ça passe pas souvent d'ailleurs. Et le bad boy, quelque part, te permet aussi de franchir un cap. On imagine, Rodman, s'il n'est pas là dans les 3 titres des Bulls, alors tu as Jordan, certes, est-ce que ça passe? Draymond Green, s'il n'est pas avec les Warriors, est-ce que ça passe? Mais presque sûr que non, presque, j'ai envie de dire, par rapport à ça. C'est vrai que ce truc de bad boy, il permet à une équipe, dans des moments chauds, en fait, soit de protéger de ses leaders, par exemple, soit de donner un supplément d'âme. Il y a plein d'exemples à tout niveau où il y a des plus grandes gueules que d'autres. Et c'est vrai que dans Bad Boy, on va souvent retrouver des grandes gueules, des mecs qui vont aller voir les arbitres, qui vont chambrer les adversaires, quelle que soit la manière, mais qui va aussi rentrer dans l'art de ses propres coéquipiers. Pour Draymond Green, c'est un très bon exemple. On est tous persuadés que Draymond Green a eu une vraie influence, un vrai impact sur l'état d'esprit de Steph Curry, qui est vraiment le joueur, quand je dis joueur au sens premier, à kiffer. Draymond Green, à un moment donné, va dire bon, mon gars, là, va falloir te durcir un peu, va falloir défendre là, va falloir qu'à ce moment-là, t'arrêtes et passes dans le dos, si tu veux qu'on gagne et si tu veux qu'on aille jusqu'en haut. Donc, on aime bien l'idée du bad boy qui a de l'impact sur son équipe, sur l'adversaire aussi, parce qu'il peut faire peur à l'adversaire, et parfois aussi aux arbitres, parce que les arbitres font partie inhérente du jeu.
Bah, c'est là où je vous rejoins totalement, parce qu'en fait, le bad boy, pour que ça fonctionne, ça peut pas être simplement l'espèce de cassos qui va vouloir se battre avec tout le monde à tout bout de champ, parce que c'est un rôle... Je parle de moi, là? J'ai pas eu l'occasion de jouer Non, face c'est à pas toi plus en mal. championnat, Non, donc je me rends rigole, pas compte, non, mais ce que je voulais dire, c'est que au bout du compte, c'est un rôle extrêmement ingrat. Parce que on est systématiquement ciblé par les adversaires, par les arbitres parfois, Par le public aussi. le public. C'est dur à Ah ouais. Ça peut être dur. Systématiquement, et ça a un impact sur une carrière. Et pour en avoir parlé dans le MOOC, on en a parlé notamment avec Bruce Bowen, qui avait ce rôle-là plus dans le côté dirty un petit peu aux Spurs, et avec Georgie Joseph, joueur émérite du championnat de France, qui Dur au mal. incarne ce joueur dur, etc. Et au bout d'un moment, on est perçu plus que de cette manière-là, et on occulte un peu les qualités de basketteur qui font qu'on arrive à ce niveau-là. On ne peut pas arriver au plus haut niveau en étant simplement une brute épaisse ou un gangster qui va mettre des coups de pression à tout bout de champ. Et pour être un bad boy et aider son équipe, il faut une vraie intelligence de jeu. On va prendre cette déclaration. Ouais, elle est passionnante. Elle est passionnante. C'est Bruce Bowen qu'on a eu l'occasion de rencontrer. D'ailleurs, je n'aimais pas ce terme de dirty player. Donc ça va un peu dans bad boy. Je le trouvais irrespectueux envers les mecs qui ont travaillé très dur pour en arriver en NBA. Et c'est vrai que tu peux très vite rentrer dans une case. Il n'empêche que, et c'est pour ça que j'ai adoré dans ce bouquin-là, que pour moi, le vrai bad boy, dans la définition d'un bad boy, tu ne peux pas enlever le fait que tu gagnes à la fin, ou en tout cas, tu fais gagner ton équipe. Et j'aime ce que tu disais tout à l'heure aussi, certains mecs à qui on a collé des étiquettes de bad boys, et qui, par exemple, n'ont jamais rien gagné, ou même carrément ont fait de la merde. On va prendre un tableau sur les joueurs qui ont pris le plus de techniques, ou ont été le plus expulsés. C'est sûr, il y a deux Marcus Cousins, Tom. Je crois que c'est sûr, il y a deux Marcus Cousins, qui pour moi, clairement... Ça, c'est le plus de technique. Ça, c'est le plus de technique. Donc, je vois Karl Malone, on le cite jamais. Pas cadeau, Karl Malone, quand même. Hein. Un bon bad boy. Hein. On se souvient qu'il avait ouvert la tête en deux à Isaiah Thomas, Charles Barkley, évidemment, Rashid Wallace, Gary Payton, Dennis Rodman. Il y a pas mal de mecs qu'on va retrouver dans notre 5 majeurs tout à l'heure, des bad boys. Maintenant, sur les joueurs qui ont eu le plus d'exclusion, Rashid Wallace, Kenyon Martin, Reggie Miller, Matt Barr et DeMarcus Cousins. Et pour moi, DeMarcus Cousins, c'est tout à fait, j'aimerais qu'on s'attarde dessus, je sais que tu es un grand fan de DeMarcus Cousins, j'aimerais qu'on s'attarde sur lui, qui c'est vrai que c'était un... On est plus dans le cassos caractériel incompris que dans le bad boys. Parce qu'il n'a jamais réussi, finalement, à gagner quoi que ce soit. Mais t'as raison, et l'étiquette bad boys, elle a quelque chose de positif. Un bad boys, on va le retrouver dans un groupe qui gagne, t'as raison. DeMarcus Cousins, malheureusement, on va le classer dans le truc cassos. Alors c'est terrible de dire cassos, hein, vraiment, c'est vraiment une expression cata pour les vrais cassos qui souffrent. Mais pour le coup, dans le sport, il y en a des cassos, et DeMarcus Cousins, c'est vraiment l'idée de... En fait, mon état d'esprit, ma vision individuelle, moi, mon point de vue est plus important que tout le reste. Le résultat, est-ce que mon équipe va bien, est-ce qu'à un moment donné, dans le momentum de mon équipe et du match que je suis en train de jouer, ce que je suis en train de faire, ça va pas tout niquer. Voilà, il y a ce truc-là, et c'est pour ça qu'on va faire la différence entre les deux. Quand tu me dis, ça me rappelle Stephen Jackson. Par exemple, en play-off, qui va mettre... Non, c'est Ron Artest, pardon, avec Indiana, qui face aux Detroit Pistons, dans une finale de conf très tendue, il va les mettre un tampon à 40 secondes de la fin, et il fait basculer le match, et c'est les Detroit qui passent, et Indiana perd, un peu à cause de ce geste d'humeur, tu vois. Et ça, t'as tout à fait raison, c'est archi important. Et c'est George Joseph aussi qui parlait, par exemple, de Ben Wallace. Ben Wallace, c'était un bad boy, c'était un dur, mais lui, dans les moments chauds, clairement dans les moments chauds, la victoire, jamais le geste qui va punir son équipe. Et c'est Georges Joseph qui vous a confié pas mal de choses archi intéressantes dans le MOOC, qui lui rendait hommage à Ben Wallace. Et c'est vrai que Ben Wallace, c'est pas le plus talentueux. Il a joué avec ses qualités de dureté. Mais quelque part, c'est un mec qui a fait aussi gagner son équipe. On voit, les connaisseurs apprécient le box-out, le rebond, la bonne défense, le compte, le bon timing. Les autres voient une brute. C'est Georges Joseph qui dit ça. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Ben Wallace, mais je reconnais la valeur qu'il a pu avoir chez les Pistons. Clairement. Et je trouve qu'on en fait un peu trop avec lui, mais en tout cas, c'est un mec... 4 fois meilleur défenseur, on en fait pas un peu trop, au bout d'un moment. J'ai le droit d'avoir un avis. Le Famer, on en fait un peu trop, t'es dur, Erwan. Non, mais ce qui était sympa avec Ben Wallace, c'est que c'était effectivement, pour le coup, on dit que c'est souvent un rôle de l'ombre, un rôle ingrat. Là, c'était clairement le cœur, le poumon de cette équipe, et voire l'emblème de cette équipe des Pistons qui a gagné le titre. Tu parlais de Hall of Famer, son discours au Hall of Fame, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, mais il était vraiment extrêmement touchant, parce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Et comme le disait Georges Joseph, qui de l'extérieur, on pourrait penser que c'est simplement un mec qui passe ses journées à la muscu, poussé il passe du temps, qui est juste une... il passe du temps, avec un potentiel physique incroyable. Et au bout du compte, même avec un petit peu de maladresse, mais c'était très touchant de voir toute la réflexion qu'il avait derrière son parcours, derrière ce qu'il a pu faire sur un terrain de basket. Et on en revient là, on peut pas être... si on
on accepte cette étiquette de bad boy et qu'on veut faire et qu'on veut aider son équipe à gagner, on peut pas être un idiot, on peut pas être simplement une brute. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on dit pas trop, mais ce type de rôle-là demande beaucoup d'humilité. Dans un sport où les stats individuelles sont vachement mis en avant, encore plus en NBA, où le star system permet à des mecs qui gagnent pas de match, mais qui font des stats d'être des stars, on a tendance à un peu oublier, alors pas forcément nous, mais je veux dire le grand public, oublier les blue collars, les mecs qui vont prendre des rebonds, qui vont, voire pire, qui vont faire un box-out pour que Russell Westbrook aille chercher son triple-double. Non mais je pense à Steven Adams par exemple. Tu vas pas mettre en avant Steven Adams dans le triple-double. On va parler que de Russell Westbrook. Notre sport permet aussi ça, d'avoir tous ces mecs-là qui vont remplir les autres cases, autres que juste mettre un panier ou faire une passe. Et le rebond est un facteur primordial de notre sport. Et c'est bien que, par exemple, Kawhi Leonard parle de son anecdote où un de ses coachs, quand il était jeune, lui avait dit Boardsman gets paid. Ah oui. Parce que effectivement, Georgie Joseph, oui, je suis persuadé que quand on le prend jeune, il fait partie des meilleurs joueurs, des meilleurs scoreurs et tout, mais tu te réinventes aussi au niveau professionnel et tu as l'humilité de comprendre que si tu veux faire carrière et une longue carrière, il faut que tu fasses autre chose que simplement mettre des paniers. Et je trouve là aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment aussi pour remettre de la lumière sur ces mecs-là. Exactement. Et le MOOC est fait pour ça. Historiquement, la NBA, elle s'est quand même aussi, bien construite, pas que, mais historiquement, la NBA, c'est une ligue de bad boys. C'est une ligue où, à un moment donné, il y a eu des énormes excès, les années 70-80. Mais aujourd'hui, comment c'est possible d'être un bad boy aujourd'hui en 2020, quand on joue à NBA en 2021-2022 ? C'était l'une des questions qu'on s'est posées. Est-ce que c'est encore possible d'avoir un rôle de bad boy ou d'enforcer dans la NBA actuelle ? Alors il y a quelques exemples. On peut dire que peut-être que PJ Tucker est quelque part l'un des joueurs qui est le plus proche de cet héritage. Pas de Beverley aussi ? Pas de Beverley, oui, aussi. Il y en a encore, oui, bien sûr, ou les frères Maurice, d'une certaine manière. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il en ressort, c'est que c'est plus possible d'être aussi spécialisé qu'on l'était dans les années 80-90, d'être uniquement un défenseur et de jouer dur. Maintenant, il faut aussi être capable de tirer de loin. On a pu le voir sur la fin de carrière de Tony Allen, qui était un très fort défenseur, qui est aussi, nous on l'a mis dans notre Hall of Fame des Bad Boys parce qu'il fallait pas aller le chercher de trop près. Où à la fin de sa carrière, les équipes défendaient même plus, mettaient un pivot adverse les pieds dans la raquette en disant de toute façon tu t'es pas suffisamment une menace offensivement pour qu'on ait besoin de te respecter. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est toujours possible, mais il faut avoir peut-être plus de skills qu'à l'époque, du moins dans les années 80-90. Les joueurs sont plus complets, sont plus polyvalents. D'une manière générale. Clairement, le basket a évolué. Moins spécialiste aussi. Oui, mais le dernier, il y a un gars moi qui me vient dans le basket moderne, là comme ça à l'esprit, c'est André Robertson. Qui était vraiment. Alors, si on le met en championnat de France, on est tous sûrs qu'il ferait des stats. Hein. On en parle souvent avec Stephen de l'impact d'André Robertson dans un championnat comme le nôtre, ou même en Euroleague. Sauf qu'en NBA, alors malgré ses blessures et les dernières saisons, on le voit plus, mais c'est quand même un gars qui était vraiment. La porte était comme ça, mais à l'inverse des mecs dont on parle d'habitude. Il n'avait pratiquement aucun impact. Il est dans le corner, il ne peut faire que tirer, on ne le voyait même pas en transition, peu en alley-oop. Tu vois, donc il a existé quand même dans le basket moderne des gars qui ne faisaient que défendre. Que défendre. Bien sûr. Sauf si vous avez peut-être d'autres mecs qui vous viennent à l'esprit comme ça, mais c'est vrai que c'est rare. Pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être l'un des rares mecs, l'un des derniers mecs qui était axé quasiment que sur la défense et qui pouvait quasiment pas mettre un panton. Et après, malheureusement pour lui, il s'est pété et je crois qu'il est quand même sur une fin de carrière. J'ai une autre question qui est un petit peu plus philosophique autour des bad boys, c'est pourquoi on les kiffe autant? Pourquoi ça nous fascine autant, les bad boys? Ça, c'est grosse question. Effectivement, dans notre table ronde, on finissait là-dessus un petit peu avec nos différents intervenants. Alors, il y a toujours... je crois que c'est Chris Herring de Sports Illustrated qui donnait cette réponse, qui disait que finalement, le héros, même dans un film ou dans une bande dessinée, on sait toujours ce qu'il veut faire. Il veut sauver le monde, il veut aider la veuve et l'orphelin, on sait ce qu'il veut faire. Alors que le méchant... Ce qui le rend fascinant, et puis là je vois le Joker à l'image, c'est exactement ça, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'il va apporter. Il y a une espèce de questionnement perpétuel où parfois même on va aller voir faire une action, une belle action, et dans la foulée essayer de zigouiller une ville entière. Et donc c'est ce côté un petit peu impossible de savoir vraiment ce qui va se passer qui nous garde au bord de notre siège à se demander ce qui va se produire à chaque fois que ces personnages-là sont sur le terrain. Je te rejoins complètement, c'est vrai que tu vois, quand on pense à Star Wars, on peut penser à Luke, mais la vraie star, c'est Dark Vador. Donc, t'as vraiment ce truc de comment tu te construis. Et le Bad Boys a quand même pour lui d'être, sans être le meilleur joueur forcément sur le terrain, ça peut être le mec qui va se faire cibler
par le public adverse, se faire insulter et ainsi de suite. La star adverse, bah ouais, c'est simple. Bah oui, il va mettre des paniers, t'as le seum. Mais quand c'est un autre gars qui est un peu plus, tu vois, qui est sur le banc, qui est dans une mission, mais qui, donc pas de Beverley, le meilleur exemple, qui a un grand wawa, qui va faire des fautes un peu cata parfois, qui va blesser même parfois des restats, je pense à Westbrook, et ouais, tu t'attaches à lui. Quand je dis tu t'attaches, c'est que tu t'es focus sur lui. Tu vas peut-être le détester, tu vas peut-être l'adorer parce qu'il est dans ton équipe, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais en tout cas, il y a un focus particulier pour ce mec qui est capable de changer des matchs, des cours de match, plutôt par sa simple présence. Est-ce qu'on n'a pas un côté un petit peu romanesque aussi autour de ces personnages, de se dire que eux, ils ont le courage de faire ce que nous, on aimerait être, mais non, nous, on est trop gentils pour ça. Il y a aussi un petit peu ça, tu vois. Ouais, il y a ce côté où eux, ils arrivent à être des bad boys, mais en plus de manière maîtrisée et d'évoluer au plus haut niveau. Parce que moi, je sais, et Thomas l'a bien parlé, moi j'étais un surémotif, moi j'avais clairement l'étiquette du pseudo bad boy, et je te faisais perdre des matchs après 3 heures de quart. Bad boy, Castos, la frontière est fine. Voilà, et moi, tu vois, j'étais toujours aussi en admiration pour me dire, mais comment ces mecs-là, ils arrivent à jouer entre, je reste efficace, j'apporte énormément à mon équipe, je fais gagner des matchs aussi, tout en ayant ce personnage-là, mais jamais en tombant de l'autre côté. Ou alors, tu as des mecs très gentils et qui se disent, mais moi, je pourrais jamais être comme ça. Je te dis, il y a un côté un peu romanesque autour de ces personnages-là. Les Rodman, tu vois, quand on voit dans The Last Dance, c'est un personnage de roman. C'est quasiment, quasiment la deuxième star du show, d'ailleurs. Exactement, oui. Pippen en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Dennis Rodman, par son histoire et par ses dérives, parce qu'on a très bien parlé des dérives. J'arrive, c'est la prochaine. Parce que là, on est très antipathique autour des bad boys. On leur fait une belle. On est dithyrambique, quoi. On leur fait plutôt une belle couverture. Il n'empêche que chez les bad boys, à gérer, c'est compliqué parce qu'il y a des excès et parfois il y a des excès terribles. Je pense à la Trace Pewell, qu'on n'a pas cité, Ketrang, son entraîneur PJ Carlissimo, la bagarre avec Ron Artest, donc à Indiana. Voilà, il y a les excès aussi qui des fois font plus rire personne et la limite est parfois très fine. C'est vrai que la bagarre, le Palace, c'est peut-être la plus grosse concentration de bad boys de l'histoire. C'était deux des équipes les plus dures de l'époque qui se tapaient pour un match crucial, pas forcément sur les résultats, parce que c'était en début de saison, mais dans la psychologie, deux équipes qui déjà ils voulaient se retrouver en play-off. C'était une prochaine série, une finale de conférence. Mais c'est vrai que j'y réfléchissais, c'est vrai que va faire plus de 5, 6, 7 mecs bad boys sur un terrain. Oui, quelque part, c'était obligé que ça pète à un moment donné. C'était quoi ta question du coup, Erwan, parce qu'on a oublié. Ma question, c'était est-ce que j'étais en train de noter quelque chose. De texter avec qui encore? Pas du tout, je texte pas, j'écris à Tom pour des choses. Sur le côté dithyrambique et sur le fait que sur les excès. Parce que les excès, mine de rien, et on l'a vu avec Indiana à l'époque où il y a la bagarre, ça peut te flinguer une équipe aussi. Donc c'est quand même un savant mélange à avoir. Déjà, des bad boys dans une équipe, tu peux pas en avoir. Alors j'allais dire peut-être 2, mais pas plus. Pas plus. Si t'as... Et c'est le pari qu'a pris Indiana. Et après, avec le recul, c'est ce qu'ils disent dans le reportage, le très bon reportage sur Netflix, c'est qu'à un moment donné, ils ont pris ce pari d'avoir trop de mecs un peu border, bad boy, et ben ça leur a pété à la gueule. C'est des mecs importants dans une équipe, par contre, faut pas que t'en aies 3, quoi, parce qu'après, c'est ingérable. Et puis, oui, tu as tout à fait raison. Et puis, l'autre problème, vraiment, qu'on a soulevé avec Georgie Joseph, Bruce Bowen et Chris Herring, c'est l'amalgame ensuite qui est fait entre le joueur et la personne. C'est-à-dire que des joueurs comme Allen Iverson, encore je reviens sur lui, ou Charles Oakley, là ça collait peut-être un peu plus, mais on s'est dit, la manière dont ils sont sur le terrain, c'est de cette manière-là qu'ils se conduisent en tant qu'être humain dans la vie de tous les jours. Alors qu'au bout du compte, pour les joueurs durs, du moins les bad boys, dans le sens ceux qui jouaient dur, les défenseurs rugueux, parfois à la limite, finalement, ils jouaient dans les limites que les règles autorisaient. C'est pas comme s'ils étaient à tous les matchs à faire 3 antisportives ou des coups de coude à la carotide. Ils jouaient dans les règles qui étaient les règles à l'époque où ils jouaient. Bon, à l'époque, pour le coup, c'était des bagarres. Oui, non, c'était des bagarres. Mais c'est vrai, mais au bout du compte, tu peux pas reprocher à des gens qui veulent jouer au plus haut niveau et dont c'est le seul ticket pour atteindre ce niveau-là de jouer avec les règles qui sont à leur disposition. Et c'est pour ça qu'on a choisi finalement dans le MOOC le premier article après les interviews, le premier article de fond, c'est sur Bobby Knight, parce que on a choisi vraiment de choisir ce personnage, ancien coach d'Indiana, ancien très grand coach universitaire, mais qui finalement en tant que personne est certainement, pas du tout quelqu'un de recommandable, qui est vraiment un sale mec de A à Z. Et finalement, quand on pense bad boy, on va penser à un certain stéréotype de joueur et pas forcément à des personnalités basket comme un mec comme Bobby Knight qui mérite certainement plus cette étiquette au bout du compte.
compte. C'est vrai que ça, le mec, c'est encore autre chose. Hein. Le mec qui est très élégant sur un terrain, qui est un joueur fantastique, mais dans la vie, il a que des casseroles, des trucs cata. C'est pas du tout ce type de gars sur lequel on veut aller. C'est ça, heureusement d'ailleurs. C'est vrai que Bad Boys, il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame entre des mecs qui, après, dans la vie de tous les jours, sont des mauvais gens. On se souvient, alors. Jason Kidd, qui a plutôt été toujours un gentleman et tout, c'est un mec qui a eu des histoires pour des violences conjugales. Donc les gens ont tendance des fois à croire que parce que tu es un peu dur, un peu con sur le terrain, dans la vie, tu es un diable. Pas du tout. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir plus de 2 bad boys dans son équipe, à une exception près. Il y a quand même eu une équipe qui a marqué l'histoire de la NBA. C'est les Detroit Pistons des années 80, début 90, qui, eux, pour le coup, on en fait une vraie culture. Mais pareil, ça leur a permis de gagner 3 finales et 2 titres. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, avec tous les intervenants avec lesquels on est revenu, et puis notamment Vincent Mazin, qui est notre rédacteur en chef exceptionnel grand frère sur d'Awad, ce d'ailleurs. numéro-là. Je sais que c'est ton grand frère. Il y a pire comme grand frère, quoi. Mais largement, c'est juste ton grand frère, il n'y avait pas de blague. Hein. On en a parlé, un nom qui revient tout le temps, au-delà des Bad Boys de Détroit, c'est Bill Laimbeer, qui est aujourd'hui encore, je pense, certainement le joueur le plus unanimement détesté par tous ses pairs. Un mec comme Larry Bird. Ils l'ont grillé le Hall of Fame, hein. Donc là, c'est dire comme il n'est pas Hall of Famer, alors qu'il pourrait le mériter. Bien sûr. Mais parce que justement, il a trop une image catastrophique. Mais se dire qu'un mec comme Larry Bird, aujourd'hui encore, refuse de lui serrer la main à plus de 25-30 ans après leur joute, ça classe quand même le personnage. Et ce qui est intéressant avec je parle de Bill Laimbeer parce que, pour le coup, c'est aussi quelqu'un qui est plus complexe qu'on aurait pu le penser, qui était, là, pour le coup, c'est un côté bad boy, mais vraiment dans le vice sale, mec prêt à te blesser. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point il était adoré par ses coéquipiers et comment, plus tard, il est devenu respecté et même adoré aussi par les joueuses qu'il entraîne en WNBA, parce qu'il a fait une très belle carrière de coach en WNBA. Donc, c'est pour moi... coach de Iliana Rupert, alors qu'il n'est pas encore allé en WNBA, mais chez les Las Vegas Aces. Exactement. Et donc, là, on voit la vache, les tartines qu'il met. Ouais, non, mais ça n'a pas de sens, honnêtement. C'est plus du basket. Il est allé trop loin. Tu sais, ça arrive à tout le monde parfois, ça peut être dans la vie ou sur un terrain de sport, quand les gens vont trop loin et que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'en fait, en face de toi, il y a un mur. Tu vas lui dire, mais là, ce que tu vas me faire ce croche-mat sur une contre-attaque, tu peux pas le refaire, et que 5 minutes plus tard, il te le refait. C'est normal qu'à un moment donné, tu te fermes. Et ta carapace, et donc celle de Larry Bird, par exemple, si 30 ans plus tard, il avait pu lui serrer la main, c'est que un gars qui va trop loin, moi je veux plus lui parler. Je veux plus rien avoir à faire avec ce mec-là. Et Bill Laimbeer, moi c'est vraiment l'impression que j'ai, parce que c'est un joueur hyper talentueux, forcément, hein, des gars comme ça en NBA, All-Star, champion dans des super groupes, il y en a, mais lui c'est un joueur spécial. Mais il est allé trop loin, à vouloir se battre, à vouloir blesser des gens, à vouloir faire des fautes qui ne devraient même pas te traverser l'esprit. Hein, parce que quand un gars va au lay-up et que tu mettais 2 points comme ça dans sa gueule et le gars tombe par terre, tu le relèves pas, au bout d'un moment. On a tous joué au basket et vous savez qu'il y a des règles. On a tous mis des coups. On a tous mis des coups, des écrans mobiles, des petits coups dans les côtes. Ça fait partie du jeu et c'est même cool des fois quand ça joue dur comme ça. Mais il y a des choses qui se font pas. Déjà le visage, dès que tu touches la gueule du mec, bon, tu franchis un cap et là d'un coup, tu peux déclencher des choses très compliquées. Et puis il y a quand les mecs découper les mecs en l'air. Ou quand tu veux les blesser, voilà. Ou quand tu veux les blesser. Et tout ça, c'est ce que Bill Laimbeer faisait, c'est-à-dire que regarde dans toutes les images qu'on voit d'ailleurs qui tournent derrière nous, le nombre de fois où il touche des mecs au visage, mais sérieusement, ou en l'air, il découpe des mecs en l'air. Et ça, on sait que c'est les 2 trucs les plus compliqués. Et là-dessus, lui, il était vraiment. Moi, j'ai du respect, mais il était tellement sale en même temps aussi. Ah non, mais il est devenu. D'autant que c'est pas, tu disais aller trop loin, mais il allait pas trop loin de manière émotive parce qu'il pétait un cap. C'était réfléchi, pensé et systématique, match après match après match. C'est un assassin, quoi. Ah ouais. Préméditation. Là, on le voit. Puis il s'envoyait Larry Bird. Il y a toutes les rostars. Larry Bird, McHale, Jordan. Et de toute façon, pour revenir sur les Pistons et sur les Jordan Rules cette époque où on avait vraiment le droit de découper des mecs. Heureusement que ça a changé. Heureusement que ça a changé parce que pour tous ceux qui ont vu les matchs ou qui regardent, allez voir les highlights si vous n'avez jamais vu, franchement, même encore aujourd'hui, alors que j'ai vu 25 fois ces images, ça me choque. Je vois des trucs, je fais non les gars, vous avez Jordan qui se fait découper par 2 mecs, derrière des bagarres, et les arbitres étaient hyper laxistes là-dessus. Et c'est vrai que heureusement que ça a changé. Pour essayer de te trouver un petit peu un bon point à ça, c'est que je pense que c'est cette dureté de Laimbeer et des Pistons. Jordan, il a galéré à les battre parce qu'il se faisait clairement marbrer. Et les gens autour de lui, on se souvient de Pippen, le match décisif, le match 7, où il a mal au ventre, il fait un match cata. Jordan lui a souvent reproché.
Mais une fois qu'ils ont réussi à battre les Pistons en réussissant à être aussi dur qu'eux et en mieux jouant au basket, derrière... Ça les a forgés, tu veux dire? Derrière, ouais, mais derrière, Jordan, il n'a jamais plus perdu. Contre qui? Et je sais que battre le Jazz de Malone, c'était compliqué. Battre les Suns de Barclay, les Lakers de Magic, c'est pas cadeau. Hein. Les Blazers de Drexler à l'époque, c'est une équipe très très dure aussi. Eh ben, une fois que Jordan a battu les Pistons, il n'a plus jamais perdu. Mais c'est ça qui est intéressant. Je reviens sur ta question du départ, sur pourquoi on aime tant les méchants. C'est parce qu'ils permettent aussi aux héros de se distinguer vraiment et ça, ils donnent de la valeur aux performances des héros ou des super joueurs. C'est ce que tu dis. Jordan l'a dit à des tas de reprises que si les Pistons n'avaient pas été ce qu'ils étaient, il n'aurait certainement pas atteint un tel niveau de volonté, de détermination et d'excellence. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime les méchants. Pour revenir sur Batman, le Joker, le vrai héros dans Batman, le vrai héros c'est le Joker en fait. Et puis ça permet à Batman d'être encore plus incroyable. Mais on a besoin quand même de personnages qui sont pas tous lisses, qui ont, comment dire, un peu de relief, un petit peu des angles, même si des fois c'est pas agréable, ça nous titille là où on ça rééquilibre un peu les choses. Ça rééquilibre un peu les choses. Parce que sinon c'est Alice au pays des merveilles, et même si on aime bien Alice au pays des merveilles, au bout d'un moment, nous on aime bien des méchants, et on aime bien quand ça met des têtes et que ça va un petit peu plus loin, même s'il faut pas trop dépasser la limite. Non. On vous a demandé vos avis comme chaque semaine sur Twitter, et comme chaque semaine, vous êtes très pertinents, et vous avez chacun un petit peu votre personnage préféré, votre méchant préféré en NBA, l'infâme Bill Laimbeer, bien évidemment, excellent basketteur des deux côtés du terrain, 4 fois All-Star, 2 bagues, un des premiers 5 à tirer à 3 points, c'est vrai, sergent instructeur d'une belle armée de salopards prêts à tout. Tous les coups étaient permis, même les coups bas, surtout les coups bas. Bravo Matt Dudul pour ce magnifique commentaire. On enchaîne avec Squire Rambis. Pour moi, c'est Larry Bird. C'est un Squirt Rambis. Trash talking assassin, jamais effrayé par une bagarre. Ça, c'est vrai qu'il disait jamais non à une petite poire. En plus, il avait le talent, tu m'étonnes, pour assumer son arrogance. Larry Bird is a bad man, là où les autres sont des bad boys. Bravo. Elle est magnifique, celle-là. Magnifique. Vous êtes bons, les mecs. Hein. Percé Jackie. J'hésite entre Dennis Rodman et Bill Laimbeer. Allez, Rodman, jusque pour le trip à Vegas qui rajoute à la magie et à la légende. C'est vrai que Bad Boys, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la bagarre. Il y a aussi le... Vas-y, je viens pas m'entraîner. Il y a aussi ça, c'est pas que la bagarre et la dureté. Il y a tout un côté, il y a toute une gestion spéciale autour d'un bad boy. Ouais, c'est le côté rebelle, anticonformiste. Voilà. Et c'est là-dedans finalement que Dennis Rodman s'est le plus illustré en tant que joueur, parce qu'au bout du compte, bien sûr, il a fait partie des bad boys de Détroit. Bien sûr, il jouait dur, mais finalement, ce qu'on a fait un personnage presque une icône de la pop culture au-delà du basket, c'est ce côté rebelle, rockstar, quoi. Exactement. C'est le hors basket plus que Bill Laimbeer. Bill Laimbeer, c'est 100% sur le basket, sur le terrain. Et Dennis Rodman, alors encore plus pour Iverson. Tu vois, Iverson, moi j'ai du mal, tu en parlais tout à l'heure, mais Iverson, c'est un rebelle, mais c'est pas un bad boy. Moi, je le vois pas comme ça non plus, mais j'ai le sentiment que la Ligue lui a donné cette image, que les médias lui ont donné cette image qui ne collait pas au personnage. Tu vois, Rachid Wallace, il avait aussi ça, mais Rachid Wallace, c'était vraiment un bad boy sur le terrain. C'était Iverson, parce que là, pour le coup, c'est le cliché des tatouages, des baguilles, des la prison, et le dress code. Le passage en prison au lycée, tout ça mis bout à bout, fait qu'on lui a collé cette image. Mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve pas qu'il corresponde à l'étiquette. Il est temps qu'on te dévoile notre 5 de la first team des Bad Boys. Enfin. J'espère avoir ton avis. Et tu as le droit de nous dire que tu n'es pas d'accord. On a mis Gary Payton en meneur. Alors, on a voulu mettre Isaiah Thomas. Au début, on en a parlé. Mais finalement, Isaiah Thomas, il jouait dur. C'était un sale mec un peu aussi. Mais c'était pas un mauvais méchant. Il était le commandant, le général d'une armée d'infâmes salopards, comme disait notre ami. Mais on a voulu mettre Gary Payton à la place. Bah oui, Gary Payton, trash talker de premier ordre, joueur, le gant, quoi. Ce joueur qui allait déranger tout ton plan de jeu offensif juste en empêchant ton meneur de pouvoir s'exprimer. Bah oui, Gary Payton, moi ça me va. C'est vrai qu'Isaiah Thomas, quand même, il y a des trucs sales sur le terrain aussi, hein, en termes de coups de coude, de coups mal placés. Ça a été un joueur détesté. Ça lui a coûté sa place dans la Dream Team 92. Malone, on le répète, allez voir cette action sur YouTube où Malone blesse Isaiah Thomas. Le bruit, il lui a mis, je crois qu'il y a 18 points de suture sur le crâne. De la cicatrice. Voilà, il le massacre. Ouais. C'est un attentat. Donc, mais je voyais Gary Payton un peu plus. Je sais pas. Mais dites-nous dans les commentaires, vous, ça reste notre 5 majeur à nous. Ensuite, on a mis Latrell Sprewell. On en a très peu parlé. J'ai juste parlé de son étranglement sur PJ Carlissimo à l'époque des Warriors. Il n'empêche que toute sa carrière, ça a été aussi un dur à cuire. Et un mec, pareil, qu'on
qu'on peut mettre dans le mec a voulu gagner. Finale de conf avec Minnesota, finale NBA avec les Knicks, c'était aussi un gagneur. Moi, j'adorais ce joueur. Hein. Puis on a même oublié malgré tout à quel point il a été fort, parce que si je me trompe pas, il a été dans une first team All-NBA avant de quitter les Warriors après avoir essayé d'étrangler PJ Carlissimo. Il était sur une trajectoire vraiment folle avant d'être suspendu. Comme tu disais, même dans les équipes dans lesquelles il est passé après les Warriors, il y avait quand même toujours un ADN de dureté dans le jeu et dans l'attitude. Poste 3, alors on l'a mis 3, époque plutôt Boston. On sait que là, il est avec le maillot des Bulls, c'était clairement un poste 4 qui finissait même poste 5. Mais à Détroit, c'était un poste 2-3. Il défendait sur Jordan notamment. On a mis Dennis Rodman, puisque derrière, vous allez voir, on a mis une raquette Rashid Wallace, Bill Laimbeer, 2 des Pistons. Comme par hasard, même si Rashid Wallace, il s'est fait sa réputation avec Portland. Hein. Tout d'abord, qu'est-ce que tu penses alors de ce 5-là? Est-ce qu'il y a des mecs qu'on a oubliés? Déjà, il est extrêmement cohérent. Hein. Tous ceux-là, on les retrouve tous dans notre Hall of Fame là, des bad boys. Tu gagnes pas un titre avec des mecs comme ça. Ensemble, hein, je te parle tous ensemble. Ouais. Il y a du talent pourtant. J'aurais peut-être mis personnellement, parce que pour moi c'est peut-être un des joueurs que j'identifie le plus au terme, c'est Charles Oakley. J'aurais peut-être essayé de lui trouver une place là-dedans pour ce qu'il faisait sur le terrain, ce qu'il faisait en dehors du terrain aussi. On rappelle que c'était le garde du corps de Michael Jordan au début de la carrière. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, plus en soirée dans les clubs quand il bouge à Las Vegas. Mais oui, garde du corps de Jordan sur le terrain et en dehors. Ouais. Il y a Ron Artest qu'on aurait pu mettre, qui était quand même sur le poste 3, qui était quand même qui a toute sa carrière, qui a mis des taquets à tout le monde, quoi. Ron Artest, il est clairement dans la discussion bad boy, dureté, grande gueule, fou même parfois. Limite Cassos, évidemment, ça marche pour le shid là derrière. Il y a une équipe qu'on n'a pas citée, qu'on pourrait citer parmi les bad boys. Cassos, c'est celle des Jailblazers, hein, évidemment. Ouais, mais là, on dérive complètement. Mais là, pour le coup, pour moi, on n'est pas dans des bad boys. On était vraiment dans des mecs qui étaient complètement azimutés, tu vois, qui étaient complètement. Tu vois, c'était plus, on était plus dans des problèmes de justice que dans des problèmes de basket. La dérive était incontrôlée. Alors, j'aimerais bien, là, puisqu'on est sur la fin de ce débat, il y a des mecs qu'on peut citer un petit peu comme ça pêle-mêle. Je pense à Vernon Maxwell, bien sûr, hein. À Xavier McDaniel, qui était à John Starks. Voilà, j'en oublie plein. Dites-nous dans les commentaires, parce que l'histoire de la NBA est faite de plein de bad boys qui nous ont marqués. En tout cas, on est souvent triste que la ligue des fois soit trop soft. Il y a encore quelques irréductibles Jedi, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est important quand même que ces mecs-là existent dans le basket. Sinon, ça n'aurait pas la même saveur. Oui, c'est ce qui fait le sel, hein. Mais pour la vie, pour le sport, c'est sûr que c'est important d'avoir des mecs parfois qui mettent des mauvais coups, parfois. Tant que c'est pas trop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le dernier truc que je voulais dire, c'est que toutes les équipes championnes ont ce bad boy. Et dernièrement, on en a vu, on parlait de PJ Tucker tout à l'heure, on peut parler de Ron Artest aussi, on a parlé d'Ishon Stevenson, on a parlé pour Dallas, on peut parler de Bruce Bowen, dont on parlait tout à l'heure, qui quand même mettait son pied sur tous les mecs qui shootaient autour de lui. Voilà, il y en a plein, et on se faisait un peu la réflexion, là, le seul qui n'a pas vraiment besoin de bad boy pour gagner, j'ai la sensation que c'est LeBron. Quand tu regardes ces équipes, aux Lakers, allez, si on veut, on peut mettre Rondo, bon, voilà, si on veut. Et qui n'a pas eu besoin de jouer les méchants. Ça, J.R. Smith n'était pas un bad boy, d'après nous. Voilà, époque Miami non plus, j'ai pas l'impression qu'il y avait de bad boy. C'est le seul un peu qui n'a pas besoin de ce bad boy pour être champion. Ça, ce qui était marrant, c'était avec Miami, quand il a essayé lui-même de prendre ce rôle de bad boy, là, quand il était un petit peu surpris de voir à quel point les gens se mettaient à le détester parce qu'il était parti de Cleveland à Miami. Il avait essayé de se réinventer sur ce mode-là. Bon, on a vu que ça tenait pas trop. C'est un gentil. Ouais, un gentil. C'est un good guy. Là, on parle c'est un good guy, clairement. LeBron, même si Isaiah Stewart n'est pas d'accord avec lui, on espère qu'il a répondu au téléphone, parce que LeBron a essayé de l'appeler 2 fois apparemment pour s'excuser et dire it wasn't on purpose. Voilà. Très bien, parce que j'allais dire, en plus tu peux nous faire LeBron, parce que tu m'as régalé vraiment sur l'anecdote, voilà, la déclaration de Rudy. Tu m'as régalé. Alors, je tiens à dire pour les mecs, j'ai volontairement, alors je sais que j'ai un accent anglais un peu dégueulasse, mais là sur l'édito, j'ai volontairement massacré le truc. C'était pour faire la blague. Voilà. C'est important de le dire, parce que des fois certains sont très premier degré. Mais vous êtes bien foutus de ma gueule, je vous ai vu. Hein. Allez, on a fait le tour sur les bad boys. Dites-nous dans les commentaires, donnez-nous votre 5 bad boys all time. Toujours intéressant de pouvoir avoir vos avis. Allez, on enchaîne avec un autre qui n'est pas un bad boy, mais qui a un bon petit branleur, mais qui est surtout très très fort. C'est LaMelo Ball. C'est le focus.
Il nous régale le Lamelo Ball. On avait découvert la famille Ball avec Lonzo, l'aîné, le père, l'avare. Mais maintenant, dans la famille Ball, je demande Lamelo qui, au bout de un peu plus d'une saison maintenant, Théo, est déjà, j'ai l'impression, installé dans la grande et belle hiérarchie des meneurs de la Ligue. Ouais, je croyais qu'on avait parlé de Liangelo. Moi, j'avais mal lu le conducteur. Hors de question, Il est angélique, il aura sa chance, Erwan, tu verras. Ah bon? C'est mon ami Thomas Gétin qui me dit ça souvent, je n'y crois pas une seconde. Moi, je te dis qu'un jour, il va jouer un match NBA, je pense. Ah non, mais d'accord. Il aura sa chance. Ouais, il sera dans le 5 majeur des Lakers l'année prochaine. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Enfin, voilà, avec les Lakers, méfie-toi. Hein, on sait jamais, ouais. Non, mais Lamelo Ball, alors moi, c'est plutôt marrant parce que moi, j'ai longtemps été un hater, ou du moins plutôt dubitatif au vrai potentiel de Lamelo. Mais là, je pense que c'est plus possible de discuter le talent du bonhomme et son impact, surtout, je trouve, au bout de seulement sa deuxième saison chez les pros, après un parcours personnel on ne peut plus chaotique. Non, vrai joueur, carrément. Vrai joueur, absolument. Et pour ces meneurs de jeu très jeunes, on en a vu un plein performer, faire des stats individuelles d'exception. Le truc, c'est que Lamelo, dès ses premiers pas, on a senti qu'il allait avoir de l'impact sur les résultats. Et ça se confirme dans cette saison pour les Hornets, parce que c'est une équipe qui gagne des matchs, une équipe cohérente et une équipe dans laquelle il y a beaucoup de joueurs qui ont tout à gagner à jouer avec Lamelo. Je pense évidemment à Miles Bridges en premier lieu, qui a 20 points par match. Mais quand tu as un meneur de jeu qui est aussi fort, mais qui diffuse autant l'envie du partage du ballon, eh bien, c'est toujours tout bénef pour une franchise. On a l'impression que c'est un mec qui sait déjà comment gagner des matchs de basket. Il a toujours su, en fait. Parce que ce que, par exemple, je reproche un peu à Russell Westbrook. Encore, il a pris son truc. On n'a pas parlé de la journée. Mais je trouve que ce mec-là, à son âge, très jeune, il sait déjà, tiens, il va pas être dans le, tiens, faut que je marque des points pour gagner, faut que j'aille chercher la passe pour gagner. Il sait, il fait, ok, ce match-là, chaque match est une histoire différente pour lui, mais par contre, chaque fois, il sait comment gagner. Alors, il gagne pas toujours, on voit le bilan, 12 victoires, 8 défaites, 5e à l'Est, c'est déjà bien au-dessus de nos expectations de début de saison, mais je trouve que moi, ce qui me choque chez lui, ce qui me régale chez lui, c'est cette manière de jouer juste. Et il y a un truc, pour moi, chez un jeune joueur qui me dit que j'arrive pas à savoir où est son plafond, c'est le ratio qu'il a entre la prise de risque et l'efficacité. Et ça, quand tu es meneur de jeu, que tu as un jeu à risque et que tu es aussi efficace, je me dis waouh, mais quelle est la suite pour lui? Et j'aime pas, c'est trop facile de faire des comparaisons à Magic Johnson, mais là, clairement, plus que jamais, la comparaison avec Magic sur le physique, sur le jeu à risque et l'efficacité, elle est de mise. Ouais, on peut penser aussi à une certaine manière en version un peu plus grande et moins bon défenseur pour l'instant de Jason Kidd aussi. C'est des meneurs qui hésitent. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il n'hésite pas à lâcher la balle tout de suite s'il voit un coéquipier démarqué, même loin. Il crée du jeu systématiquement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, pour un joueur qui est aussi jeune, l'équipe a l'air d'être prête à le suivre. Systématiquement, on le sent qu'il fait jouer ses coéquipiers, que ses coéquipiers manifestement aiment jouer avec lui et sont prêts à le suivre. Et pour un joueur aussi jeune sur un poste qui est aussi compliqué à endosser dans une ligue comme la NBA, je pense que c'est des facteurs qui sont vraiment importants et qui en disent beaucoup sur son potentiel maintenant. Il a progressé. Moi, je trouve qu'il a énormément progressé. On savait qu'il avait du talent balle en main, qu'il avait un sens du jeu incroyable. Mais quand tu regardes ses images en Australie, une fois qu'il lâche la balle, il branle rien, il est comme ça, derrière la ligne. Là, qu'est-ce qu'il a progressé dans le jeu sans ballon, dans le jeu des fenêtres, comme il va se présenter. Et ça, pour moi, c'est un énorme axe de progression chez lui. Puis là, il est quand même meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur intercepteur de son équipe. C'est quand même pas mal pour un joueur, quasiment que des stats que tu comptes quand tu n'as pas la balle dans les mains, quoi. Est-ce que Thomas n'est pas devenu déjà le leader de cette équipe-là? Il y a Gordon Hayward, il y a Terry Rozier qui est très bien en ce moment. Tu l'as dit, il y a Bridges qui fait un super début de saison. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, l'âme, le cœur, le leader de cette équipe, c'est lui. Je crois qu'il n'y a jamais eu trop de doutes en fait par rapport à ses tout premiers pas en NBA et que l'année dernière, rapidement, alors qu'il y avait encore Devontae Graham, on pouvait imaginer peut-être qu'ils imaginaient construire autour de lui aussi, que Terry Rozier était là et que maintenant il est complètement poste 2 et que lui aussi s'éclate autour de Lamelo. Je crois que dans le projet sportif des Hornets et dans le projet marketing, il n'y a aucun doute que c'est lui la superstar et que tout le monde s'articule et que le jeu s'articule autour de lui. Ils ont raison de toute façon d'aller dans cette direction-là. Il est jeune, il est déjà efficace, il est déjà très intelligent sur un terrain. Il n'y a aucune raison de donner les clés du camion à quelqu'un d'autre dans l'effectif, ça c'est clair. On dirait qu'il a 10 piges de NBA déjà, tu vois, c'est assez il y a des mecs qui ont 10 piges de NBA qui jouent moins bien que lui, c'est clair. Et je confirme. Et puis il a ce truc-là, tu vois, donc, et Draymond Green, alors c'est pas rien, il dit il est extrêmement doué, il faut être un joueur spécial pour obtenir le respect de ses gars dès sa deuxième année. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et puis là, un truc... Il a retourné des mecs, dont Théo par exemple. Exactement. Mais c'est vrai que c'est important. Non mais pas toi, mais les gens qui n'aiment pas, et en fait, dès que tu regardes, en fait, pourquoi je l'aimerais pas, il est trop fort. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont réussi à me retourner vraiment. Tu vois, il y a LeBron James, par exemple,
qui était trop fort, mais que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Au bout d'un moment, je dis, bon, dans les débats, je fais, oui, bah, il est trop fort. Après, tu peux débattre, on va pas débattre. Claude Bergeau aussi, Claude Bergeau. Claude Bergeau, tout à fait, que ça baisse son beau passage à Boulazac. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, c'est qu'il a, contrairement à son frère, qui est un petit peu plus discret, lui, il a le star system en lui. Tu vois, ça, il l'assume beaucoup plus. On sait que Lonzo, ça a été compliqué avec son daron qui lui a pas rendu service. Les projos des Lakers, c'était un peu dur. Bon, lui, il est à Charlotte, mais il n'empêche que lui, aussi, je pense, hein. lui, il est là en disant, vas-y, interviewez-moi, mettez-moi les lumières, il n'y a pas de problème, j'ai les épaules pour ça. Et ça aussi, quelque part, c'est pour ça que j'ai envie de le comparer aussi à Magic. Quand il arrive en conf de presse avec des lunettes de soleil, c'est une rockstar. On parlait tout à l'heure chez les Bad Boys. Il est pas à Los Angeles. C'est peut-être important. On rappelle que c'est des enfants Charlotte, de Los LA. Angeles. Il a qu'un pas. Il n'est pas à Los Angeles. J'ai rien contre Charlotte, il n'y a pas de souci, mais ça aussi pour Lonzo et pour le fait de s'épanouir en NBA et le développement, ça peut être plus compliqué. Mais bon, j'enlèverai à la Melo qui nous régale. En tout cas, voilà. Les Charlotte Hornets sont 5e NBA. Comment on les voit cette année, du coup, avec justement avec un Lamelo Ball comme ça qui a clairement changé le paysage des Hornets. Il y a 2 ans, on se souvient, Nico était là-bas, c'est une équipe moribonde, on ne savait pas où ça allait. Tu drafts Lonzo, d'un coup, tu te retrouves 5e de la conférence Est. Et aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent espérer les Hornets? C'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de cohérence. Je trouve que leur équipe, bon, elle a ses défauts bien entendu, mais elle est assez cohérente. Et notamment, j'aime beaucoup l'association avec Gordon Hayward, qui fait une excellente saison sans trop qu'on s'en rende compte, vraiment en termes d'adresse et de régularité. Et pour moi, il est le stabilisateur parfait pour jouer avec Lamelo, parce que c'est un joueur qui n'a pas besoin non plus de faire ses stats pour être content, pour être content, qui va faire tous les petits déplacements qui vont aider l'équipe, et ça donne, je pense, un socle assez stable finalement, avec un joueur dans la prise de risque comme Lamelo Ball, et à côté de ça un vétéran qui sait faire le job comme Gordon Hayward. Donc début de saison un peu en dents de scie, c'était très bien parti, après ils ont enchaîné des défaites, maintenant ils sont sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs, quelque chose comme ça. Je pense que la vraie question pour eux, ça va être de voir s'ils peuvent trouver cette stabilité dans le jeu, de manière à limiter les contre-performances totales et voilà, avoir une espèce de base, un socle en dessous duquel ils descendront pas. Puis on aimait bien Cody Zeller, mais Cody Zeller, il joue jamais. Là, ils ont Mason Plumlee. Plumlee, au moins, il joue. Avec ses qualités, ses défauts, un athlète, bon petit passeur. Bon, au moins, c'est un mec qui peut jouer. Il sait faire pick, roll, contre, rebond, course dans l'axe. Et quand tu as une équipe comme les Hornets, ça leur suffit. En tout cas, moi, j'espère vraiment voir les Hornets en playoff, et j'espère voir leur Melo Ball en playoff. J'ai l'impression que ce mec-là, au plus ça va être dur, au plus il va avoir de la pression, et au plus il sera fort. Donc, je suis très curieux de pouvoir découvrir la Melo Ball. Et puis surtout, c'est un beau message quand on voit les Hornets pour dire qu'on peut construire en faisant des choix durs, peut-être, mais en tout cas avec une bonne draft, faire venir des mecs, faire confiance à un vétéran sûr comme Gordon Hayward, on peut reconstruire plus vite que ce qu'on imagine. Petit message à certaines franchises qui se reconnaîtront ou pas. Voilà, on a fait le tour de cette émission, ça fait déjà plus d'1 heure. Polo nous a dit dans l'oreillette que ça faisait plus d'1 heure, il est temps d'aller pour le quiz. Et j'ai un nouveau jingle pour lancer le quiz, regardez, vous allez vous régaler. C'est en honneur à Tom Ciaravino, écoutez bien. C'est vraiment. Parce que pour une fois, je défends un peu bien. Ouais, c'est vrai, mais bon, je suis un peu dans tes jambes. Tu sais ce qu'on dit, hein? Good defense. Mais là, celle-là m'avait fait du mal. Mais surtout, il m'en met 2 ou 3 sur cette même série. Ouais, t'avais morflé. C'était dans un bon jour. C'était dans un bon jour. Qu'est-ce qu'il foutait sur toi, en fait? Ça switch, mec, ça switch. C'était un choix défensif. Apparemment, mauvais choix défensif. J'avais tapé sur le parquet comme ça. Et d'ailleurs, tu sais que depuis ce panier, j'ai signé à Mordell University. Donc, Maeve, j'arrive, tu vas pouvoir venir voir mes matchs. Ah, t'es redevenu Team Maeve. Non, mais l'autre, elle vient pas voir les matchs, elle a autre chose à foutre. Ruby. Aujourd'hui, un quiz spécial Bad Boys. Je suis content que tu sois là, Théo. En plus, moi, je suis un peu un bad boy. Je me pense un peu comme ça. Sur les terrains, j'étais un malade mental. Ouais, j'étais un peu un malade. Et un malade mental, du coup, parce que t'étais vraiment trop fou pour Ouais, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. J'ai fait un quiz spécial Bad Boys. Tout va être un peu autour de ça. Donc, j'ai fait des photos floutées sur des bagarres. Il faudra retrouver les gars. J'ai fait une énumération. Vous allez voir, pas cadeau. Et un petit qui suis-je. Là, vous allez être bon, normalement. Allez, on part sur les photos floutées. Il y en a un peu moins de 10. C'est pas très compliqué. LeBron, oui. Et Iguodala, voilà, qui l'étrangle. Voilà, toujours la belle tête de LeBron. Ouais, ça regarde cette tête. On peut enchaîner. Ibaka, Arden, Artest, évidemment. Arden, Artest, pardon. Énorme. Quel terrible coup de coude, j'ai vu en live. Toujours pas compris ça. Complètement fou. Terrible. Terrible.
Non, Taj Gibson. Ouais. Au milieu, Cavs en entouré de. Ouais. Tristan Thompson. Ouais. Et attends, à droite, un blanc tatoué. Mike Miller. Non. Non, il est pas Non. blanc. Jefferson. Non, il est pas Attends, blanc. Jefferson, ouais. Il est métis. Thompson. Ouais, C'est la Thompson. couleur, là. Matt. Non. Non, le tatoué le plus connu, je sais pas si vous l'avez dit. J.R. Smith. Ouais, J.R. Smith, Ouais. simplement. Bah oui, tout à fait. Taj Gibson. C'est J.R. Smith encore, non? Non, le Non. Ah non, c'est- c'est Dave Payton. Ouais, Et c'est Fred Payton. Payton. Et Crowder. Ouais, bien joué. Bien joué. Hein. Regarde, bagarreur. Il a mis une patate apparemment. On aime. Ça c'est mon New York, ça. Un qui s'est pas pris une patate, heureusement. C'est George Hill. Et c'est Non. Ibaka. Et c'est Ibaka. Ibaka oui. et Tristan Thompson. Non. Non, ça a fait. Et le buzz. Drummond. Non. Un gars qui est passé par Houston. Ah, avant. je sais qui c'est. Et, C'est les le grand. Warriors. C'est le grand. Wood, Christian Wood. Non, Non, le grand non. skeg là qui shootait. Oui, Warriors Le. et Houston. Ah, le. Je l'ai pas du tout. Marquise Chris. Chris. Ah, Vous vous souvenez pas de cette bagarre? Si. Exceptionnelle bagarre. Ah ouais. Putain, Marquis Chris, bah oui. Larry Bird et Julius Erving. Ouais, Ouais. légendaire. Légendaire bagarre. Légendaire. Tu me tiens, je te tiens. Ça Doigt par la Ah, gorge. la gorge de Larry Bird. À la gorge. La gorge du chef. Ah, Mourning et Larry Mourning et Johnson. Larry Bravo. Johnson. Regarde, Van Gundy qui arrive. Il va les séparer. Oh, il va les séparer. Le bras du zoo, Il là. va Non, non. s'approcher. Non, c'est ma cuisse qu'on voit. Christian et Kobe. Et Kobe, ouais, bien sûr. Pas cadeau Double de se prendre patate. une Ouais. patate Ah, dans il la avait gorge. morfé Kobe. là. L'enchaînement, il est cadeau. Allez, il en pas reste vu plus venir, qu'une. je crois. Pas fier. Il en reste plus qu'une. Alors ça, c'est Néné. Mélo. Non, Néné, ouais. c'est un Et gars Nate Robinson. c'est un gars qu'on a déjà vu. Il y a J.R. Il y a Smith. Nate Robinson et J.R. Il y a Smith. Bravo. J.R. Smith, ouais. Bravo les gars, vous avez été bons. C'est ce que je voulais. Ah, c'est- Magnifique cette photo. Ouais. J.R. Smith, qui, David Lee. vous le voyez pas comme un bad boy, mais tu vois, il est sur plusieurs bagarres quand même. Ouais, c'est vrai. Il est dans les embrouilles, on va dire. Il est dans les embrouilles, il parle. On passe à l'énumération. Alors, vous savez, dans l'histoire des Pistons, il y a 40 joueurs qui ont gagné une bague. Donc en 89, 90 et en 2004. Pas mal. Vous allez sur qui vous voulez. Je D'accord. veux qu'il y en ait un à la fin qui gagne, qui ait plus de noms, tout C'est le simplement. principe de l'énumération. quoi. C'est un peu le principe de l'énumération. N'hésitez pas à commencer. Théo, tu peux y aller. Allez, Dennis Rodman, Oui, Isaiah Thomas. Oui. Lambier. oui, Rick Mahorn, oui, Joe Dumars. oui, Chauncey Billups. oui, Vinnie Johnson, oui, Rachid Wallace. oui, Ben Wallace. oui, Tishon Prince, oui, Richard Hamilton. oui. Mehmet Okur. Bien joué. Edwards, je retrouve plus son Ouais. plus le prénom. Bill. James. James James, Edwards, merci. Bill Edwards, c'est un chanteur. Ain't no sunshine, ain't no mountain high. C'est pas du tout Bill, c'est cette Bill chanson-là, Withers, mais- ça n'a rien à voir. Marvin Gaye. Ça n'a rien à voir. Tu m'oublieras. C'est pas lui qui chantait ça. Au nom de la rose. Ah non, toujours pas. Alors attends, ça va pas aider. Putain, j'ai le deuxième, j'ai le backup de Chauncey Billups qui me revient pas. Aïe, aïe, Ça, aïe, c'est ça terrible, sent la- c'est ça terrible, sent c'est terrible, c'est l'élimination, terrible, quoi. c'est terrible. Ah oui, lui tellement en plus. Putain. Ah, comment il s'appelle, Zouzou? Allez. Tu m'as pris Vinnie Johnson en plus. Mahorn a été dit, Bill Edwards. Putain. Ah, c'est compliqué. Chauncey Billups. Déjà dit. Déjà dit. Allez, bon, perdu. Déjà dit, ça tombe. À Ça moi tombe. Ouais. Milicic. Ouais, bien joué. Ah ouais, il joue Darko. même pas. Darko. Alors le meneur, je vois très bien qui je c'est. vois le jour exactement. Mais j'aimerais bien On le sait qu'il retrouver. joue un peu là. Ah non, c'est pas lui hein, le truc. Si, qui passe aux Lakers aussi. Oui, mais c'est pas Adam lui. Dantley. Ah oui. Ouais, Adrien. Toi, tu parles de Chucky Atkins, toi. Mais il est pas champion avec Détroit. Hein. C'est pas Chucky Atkins. Toi, tu parles du petit meneur numéro 10, là, rapide. C'est pas Chucky Atkins. Vas-y, à toi. Ok, c'est à moi. Pardon, je vais dire... Ah, est-ce qu'il est... Antonio McDyess. Antonio je suis pas sûr, McDaniels. il perd. Non, il y est pas. Il perd l'année Ah, il est d'après. après. Il perd Il y l'année est pas. d'après avec C'était un mec pour contre les gagner. Spurs. Allez. Euh, Ça prouvera que t'as écrit le livre en plus. Oh, quel connard. Attends, mais ça va pas. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Ghostwriter. C'est vraiment une merde. oh, je vois les têtes et je retrouve plus les noms. Comme un idiot. À qui tu pensais là? Le fameux petit meneur toujours de... Bah, je cherche, Comment il je cherchais s'appelle encore celui-ci, et je Il y a cherchais non, le l'homonyme- pote d'Azalea Thomas, l'homonyme d'un gars surtout, qui joue à Monaco. originaire de Bordeaux. Chicago. Mike James. Mike James. Ouais, oui, on se souvient de Ah, bah, Mike Mike oui, James. bien sûr. Ouais. Non, je cherchais le très fort attaquant, un pote d'Azalea Thomas, originaire de Chicago. Son meilleur pote, celui contre qui il a fait échanger Adrian Dantley, Ah, qui venait de Dallas.
J'ai tout sauf Ah, le nom. vas-y, balance Bon, les noms, je vais du vous coup. donner un peu ceux que Vas-y, vous n'avez pas vu. Il y a eu Campbell, Elden Campbell. Elden Campbell. Voilà, il oui. y a eu Hubert Davis, Daryl Dawkins, Davis. je crois que vous l'avez dit. Daryl Dawkins Non. Ouais, vous l'avez Daryl pas dit. Dawkins, il était dedans Ouais. Ah ouais. Dave Greenwood, Phoenix Dembo. Vous ne connaissez pas. Ok. James Edwards, on l'a dit. Tremaine Folks, Ok. Davin Ham, le Ah jambon. ouais, Steve Harris, Scott Hastings, Gerald Henderson, Lindsay Hunter, Lindsay Hunter. Lindsay Hunter. Voilà. C'est à lui, je pensais. Ouais, ouais, bien Vinnie sûr, mais pourquoi tu dis Johnson, les clubs, alors il y en a. Lindsay Hunter. John Long, ouais, il y en avait pas mal, mais vous avez été plutôt bon. Ouais, pas Donc, de on problème. va passer Lindsay au Hunter, qui on doit suis-je. l'avoir. Lindsay Hunter, je pense. Allez, vas-y. Vous êtes prêts pour le qui suis-je, Allez, messieurs vas-y. Lindsay Hunter. Qui a gagné la semaine dernière? C'est Tu sais que tu m'intrigues avec ton pivot, là, champion NBA. mon pivot champion NBA. Vas-y, enchaîne. Daryl Dawkins, là. Daryl Dawkins, si j'avais aucun. Enfin, vraiment, bref, on s'en fiche. Allez, Je vas-je l'ai dans les Ouais, ouais, effectifs. bah écoute. J'irai parler à on se Basket concentre. Référence. Qui suis-je? Je nais le 4 octobre 1980 à Miami. J'ai donc 41 ans comme un certain Stephen Brun, qu'on embrasse évidemment. Je ne suis plus joueur de basket, mais j'ai toujours un petit pied dans ce monde. Pour ma fac, je reste près de chez moi, puisque je vais à l'université de Miami, où j'y resterai un cursus complet de 99 à 2003. Lors de ma dernière saison, je termine tout de même à 16,9 points, 6 rebonds et 2 passes. Avec ces stats, je me présente à la draft 2003 et j'ai bon espoir de rentrer dans la ligue. Les noms passent, je commence à paniquer, mais je serai finalement appelé en 49e position par Indiana. Ma saison rookie sera très frustrante car on ne me donnera pas vraiment ma chance. Seulement 6 matchs de jouer, 26 minutes en tout sur le parquet durant la saison. Mais ma saison sophomore va connaître un tournant phénoménal. Ah. Je passerai de 4 minutes en moyenne à presque 18 la saison suivante. Pourquoi? Eh bien, on en revient aux histoires de Bad Boys. Le 19 novembre 2004 se déroule le match Pistons-Pacers. Évidemment, comme très bien raconté dans ce MOOC, une énorme bagarre éclate avec Détroit et mon équipe. Et avec mon équipe, après que mon coéquipier Ron Artest soit allé saluer un fan dans le public. C'est évidemment Malice at the Palace. À la suite de cet événement, la Ligue se doit de réagir et suspend 9 joueurs dans mon équipe. Ron Artest est suspendu pour le reste de la saison. Stephen Jackson est écarté pour 30 matchs. Et du coup, ça vide complètement le poste. Et c'est une catastrophe pour mon équipe, mais c'est une merveilleuse nouvelle pour moi. Je peux enfin me montrer que j'ai le talent pour rester dans cette ligue. Avant la bagarre, je jouais 13 minutes par match. Les 6 suivants, je joue 41 minutes par match pour presque 7 points et 7 rebonds. Par la suite, mes minutes vont un peu diminuer, mais je serai starter tout de même lors de 24 matchs lors de cette saison 2004-2005. Putain, c'est qui ça? À l'issue de la saison, pourtant, les Pacers me laissent devenir agent libre et je m'en vais du côté de Phoenix et des Suns. Wow. Pour ma première saison, j'intégrerai le 5, 24 fois à nouveau aux côtés de Steve Oh, Nash, putain. ou même parfois Babac. Ah, Raptabel. Non, C'est un meneur. non, je l'ai. Putain. Ah, oh là là, mais c'est terrible. Je continue. Il faut vraiment que je Oui, j'arrête il faut de boire, en fait. que tu... T'inquiète. Sacré. Je jouerai mes Sacrée premières confession. finales de conférence perdues 4-2 contre Dallas, puis la saison suivante, Bah on échoue en oui. demi-finale de conf contre San Antonio. Gérard Jabel, hein. Non. C'est pas À vrai. l'intersaison suivante, avant le début de l'exercice 2007-2008, je débarque à Portland. Indiana, Phoenix, Portland. Je n'y resterai qu'une petite saison sans intérêt, sans playoff non plus, ce qui est loin d'être une habitude dans ma carrière. Il faut dire que je suis connu pour avoir joué 6 finales NBA consécutives avec LeBron. James Johnson. James Johnson, bravo. putain. Ça sort ici. mais c'est Bravo. terrible, hein, quand Tu sais même. que James Johnson, je l'ai à Ben oui. Phoenix. Mais Et je me dis, mais c'est pas un bad boy. Mais non, Non. c'était la bagarre. Ouais, le rapport. d'accord. C'était ça le lien. Gros, depuis avec, tout à l'heure, il est là, James il Johnson, est bah oui, James Jones. Ouais, bravo. James Jones. C'est ma. Quoi? James Jones, ouais, mais tu m'avais compris. Ouais, James Jones. On va sauver plus à ça après cette année dans les quiz. James Johnson, James Jones. C'est pas moi qui ai dit James C'est ça en plus, Johnson. Il a c'est dit James Jones, merci James Polo, Jones, grave. oui. James Johnson, n'importe James quoi. Jones, bravo Thomas. Ouais, très bien. Bon, on savait que je pensais à lui, vous le saviez Oui, tous. ouais, d'accord. Je pense que vous l'aviez avant nous. Oui, ouais. J'ai fait une victoire à la R1. Je suis Mais vraiment tu l'as pas tu l'avais pas à de quel son moment nom. à peu près avant, tu Bravo l'avais Thomas quand et tout, hein. Mais moi, en fait, j'ai James Jones à Phoenix, mais je me dis, en fait, je suis sur un bad boy. Je me dis, non, mais c'est pas un bad boy. Bon, de toute façon, avec tout ce que j'ai fait ces dernières semaines, je méritais pas de gagner. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de victoire nette cette année. Hein. Non, il n'y a non, pas de victoire pas nette. Bon, on va de rester sur du positif. Tu peux montrer le bouquin parce qu'on peut, où c'est qu'on peut le commander comme d'habitude. Sur basketsession.com, voilà, c'est le seul moyen. Enfin, il est exclusivement vendu sur notre site. Et je vous dis, j'espère que, en tout cas, vous avez les 8 MOOC parce que c'est en train de faire une magnifique collection. Les bouquins sont magnifiques. La une est encore fantastique avec un super dessin d'un mec de Lettonie, c'est ça? Non, pas celui-ci des merde. Philippines. Albert Lola des Philippines, ouais. Il est pas à côté non plus. Donc vous allez chercher des mecs comme ça dans le monde pour dessiner. Ouais. Eh ben, Un bravo. article sur Rouge qui est très bien aussi. Ouais. Ah ouais, Merci. merci. Un Rouge, article sur incroyable. Rouge qui est top. Ouais. Voilà, Ouais. on ne peut que vous conseiller encore une fois ce MOOC numéro 8 sur les Bad Boys. Nous, on se retrouve lundi pour la libre antenne. Ouais. Et demain pour le reveal, c'est important. Oh là là. 22h minuit. Et puis demain, on vous donnera
en exclusivité toute la composition du All-Star Game qui se tiendra le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena. Bisous à tous, bisous à Polo, bisous à Jérémy. Merci encore Théo. Merci, ici chez toi, JB. ça a changé, mais tu as toujours ta place. Bah parfait, alors à très vite. Ciao l'équipe. Ciao.